Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire, ça aide énormément, ça peut paraître anodin, mais en réalité ça nous encourage à continuer en tant que créateur de contenu, ça nous donne un petit peu plus de visibilité. Et sinon, si vous voulez suivre en live toutes les émissions, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch Tout ce qu'on prend. Merci à tous et bon visionnage. Ce n'est pas la première fois que tu viens finalement dans l'émission, tu étais déjà là à la fois, pas d'avant, mais la fois encore d'avant pour... parler des milieux souterrains où tu nous as parlé des gobelins et de tous ces endroits très sombres qu'on trouve dans la terre du milieu. Comment ça va déjà, Alexandre ? Eh bien écoute, ça va ma foi. Après une dure journée de travail, j'ai pris 1 café, 2 cafés, 3 cafés et me voici devant vous. Donc je suis, ma foi, plus ou moins en forme, donc c'est agréable. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Alors Alexandre est plus que prêt, il a préparé la dose de notes, il n'a jamais été aussi près de sa vie, je crois, pour préparer un exposé. Fais gaffe, là tu mets encore plus la pression. Mince, excusez-moi, ça devait rester en off normalement, mais non, je suis sûr que ça va très bien se passer. En tout cas, la dernière fois, ça s'était excellemment bien passé, donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Voilà, donc Alexandre qui a maintenant une caméra incroyable, donc on peut le voir en plus qu'il parle. Et là, tu vas avoir encore plus d'importance entre guillemets puisque tu auras une partie dédiée à toi. Je voulais te poser une question quand même parce que c'est vrai que je crois pas que je te l'avais demandé en live la dernière fois, mais comment t'en as été amené à t'intéresser au lore à ce point-là justement de l'univers de Tolkien? D'où vient ce goût pour cet univers-là en particulier? J'ai toujours été intéressé par les mondes fantastiques, la fantasy en général. Depuis que je suis petit, je lis énormément de livres sur l'univers fantasy en général et tout ça. Et en vérité, je sais pas vraiment à partir de quand a été le point de départ. Je me souviens que les films, enfin comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux avec les films. Ouais. Et ça a été vraiment une découverte un peu merveilleuse. Au début, j'étais vraiment jeune en plus. J'avais même pas 10 ans, donc j'avais rien compris. Pour moi, Gandalf, il s'appelait Gordon. Je n'avais rien compris, mais ça m'avait quand même fasciné. J'avais trouvé ça juste génial et j'avais voulu en savoir plus. Donc petit à petit, j'ai lu les bouquins qui étaient extrêmement durs à lire. Le Seigneur des Anneaux, c'est un sacré, c'est 3 sacrés pavés. Et je me suis accroché, j'ai lu tout et en fait j'ai trouvé ça fascinant. J'adore ce côté à la fois low et high fantasy entre guillemets, c'est-à-dire la magie est à la fois insidieuse et en même temps elle est partout. Enfin, ouais. j'adore le monde en général. Et en fait, plus je découvrais, plus ça me fascinait. Et je sais que peut-être mon personnage préféré, c'est Gandalf, qui me fascine à outrance. Et qui me faisait aussi un peu penser, comme beaucoup je pense, j'ai aussi découvert Harry Potter à côté. Et du coup, comme Gandalf me rappelait, comme beaucoup de personnes, je pense, Dumbledore, du coup, ça m'a fasciné encore plus et j'ai découvert encore plus. Et en fait, dans le lore, comme il y a cette idée que le monde est créé par la musique, par une espèce de... C'est la musique, en fait, qui crée le monde du Seigneur des Anneaux. Ouais. Et j'adore cette idée, ça m'a complètement porté. C'est beau. Beaucoup de choses très poétiques et très... Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui pesait dans le milieu de la poésie et des lettres en général, donc ça se ressent à travers ses textes. Enfin, je dis ça alors que j'ai pas tout lu de lui. Moi, j'ai lu que les 2 premiers tomes, j'ai essayé de les lire en langue originale. C'est vrai que c'est pas simple. Quelqu'un parlait du fait que le parler des persos est pas très accessible. C'est vrai que après, c'est l'anglais très littéraire, c'est aussi l'anglais un certain style littéraire d'une certaine époque aussi, j'imagine. Donc voilà. Ouais, complètement. Ok, merci pour ce petit retour. Est-ce que tu te sens prêt pour commencer, mon très cher Alexandre, à peu près? Déjà, ah oui, à peu près, je me sens à peu près. À peu près. T'inquiète pas parce que c'est moi qui vais finalement ouvrir le bal avec une très légère introduction pour vous mettre finalement en bouche, mesdames et messieurs. C'est parti pour l'alchimie unique de l'anneau. On va voir du coup l'anneau, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce qu'on peut l'approcher avec une réalité scientifique? On va voir que oui et non, il y a certains
certaines choses qu'on peut découvrir et analyser, mettre en évidence plutôt en étudiant l'anneau, et d'autres qui sont un petit peu plus compliquées. En tout cas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une petite introduction s'impose. Donc l'anneau, comme vous le savez, c'est l'objet, peut-être même l'objet le plus important que Tolkien ait créé dans son univers, je ne suis pas sûr de ça, mais au moins le plus important dans Le Seigneur des Anneaux, puisqu'il est finalement au centre de l'intrigue. C'est un objet qui a été créé par un des personnages aussi les plus emblématiques, qui est évidemment le méchant Sauron, que vous pouvez voir actuellement sur le PowerPoint. Et cet anneau-là est d'autant plus important qu'il l'a connu, des environnements différents, des personnages différents. Et donc il y a toute une histoire autour de l'anneau. L'anneau a presque même une propre personnalité, comme on va le voir plus tard. Donc c'est vraiment pas un objet anodin de l'histoire, il est vraiment central, c'est vraiment tout repose finalement sur lui, c'est lui qui va être responsable finalement des guerres et des événements qui se passent dans l'ensemble de la Terre du Milieu. Pour qu'on explore un petit peu plus l'anneau d'un point de vue histoire, mais aussi l'approcher scientifiquement, je vous propose ce plan habituel en 3 parties, parce que on aime tous les 3 parties, on reste très académique sur ce stream, vous savez. En réalité, j'essaye de casser un maximum les stéréotypes académiques dans mes lives, et là, je suis en train de prouver le contraire avec ces fameuses 3 parties. Mais bon, on commencera très doucement avec les origines du mal, qui vont nous être présentées justement par Alexandre, qui est notre grand spécialiste du lore ce soir, qui va revenir du coup sur d'où vient l'anneau finalement. Donc on va parler de Sauron et du mal en général, d'où ça vient, tout ça. On va reposer les bases de l'univers. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais prendre la parole pour exposer quelles sont les propriétés et les pouvoirs de l'anneau, pour faire un petit rappel sur ce qu'est cet objet physiquement parlant. Et dans une troisième partie, je vais m'atteler à essayer de comprendre en quoi cet anneau-là peut être une réalité chimique, entre guillemets, ou même alchimique. On verra pourquoi j'emploie ce terme-là. En attendant, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on commence avec la toute première partie, aux origines du mal. Et je vais te laisser la parole, Alexandre, pour nous parler de ça. Merci beaucoup, Robin. Alors, effectivement, aux origines du mal, il faut savoir que Sauron, en fait, ce n'est pas le premier grand méchant de l'histoire. Initialement, il y a un grand méchant et Sauron est son lieutenant. Voilà, pour schématiser. Alors, l'histoire de quel la est le Terre nom du Milieu, grand méchant? et le grand méchant, c'est du coup Melkor. J'allais faire un petit peu de teasing, mais bon, Ouais, voilà. mince, j'ai tout cassé. Excuse-moi. Ah mince, non, il n'y a pas de souci. Non, en gros, l'histoire de la Terre du Milieu, du coup, elle s'étale en fait sur à peu près 40 000 ans. Alors, on s'en rend pas compte, évidemment, quand on regarde le Seigneur des Anneaux, mais il y a masse de choses qui se sont passées avant. Et Tolkien, du coup, il a mis, c'est pas pour rien qu'en fait, jusqu'à la fin de sa vie, il a continué d'écrire toute une mythologie sur cette histoire qu'il a créée. Alors, du coup, pendant 40 000 ans, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, au début, il y a eu forcément l'an 1, c'est-à-dire la création, et pendant les 5000 premières années de l'âge de la création, il y a un être que vous pouvez voir du coup sur le slide qui est en plein milieu, c'est Eru Ilúvatar, donc c'est l'être à la source de toute création, qui a eu certaines pensées, et de ces pensées sont nées l'équivalent des dieux grecs en fait. Donc l'équivalent des dieux grecs, ce sont donc Manwë qui est le chef des dieux, le seigneur des vents. Il y a Aolé qui est le chef de la terre, le seigneur de la terre et le chef des forgerons. Il y a Yavanna qui est un petit peu l'équivalent de la Déméter grecque, donc la maîtresse des arbres et de ceux qui poussent. Il y a bien d'autres dieux, ils sont au nombre de 15, et celui qui est le plus puissant de tous à égalité avec Manwë, c'est Melkor, celui que vous pouvez voir qui est du coup tout à droite, ouais. Melkor qui en fait est un Valar, donc on les appelle les Valar. C'est un Valar qui est individualiste et qui a envie de s'approprier toutes les créations
qui existent, toutes les créations en fait de ses frères et sœurs et toutes les créations de Eru Ilúvatar qui est le maître de toutes choses en fait. Donc il y a les Valar au-dessus et en dessous, je sais pas si vous voyez une autre ligne dans laquelle on peut voir Gandalf, Radagast, The Blue, Saruman, les Balrogs, Sauron. Alors toute cette ligne-là, ce sont ce qu'on appelle les Maillards, c'est-à-dire des divinités en quelque sorte, qui sont la plupart du temps au service d'un autre Valar, d'un Valar, donc d'un être supérieur. Voilà. C'est à peu près comme ça que ça se forme en termes de mythologie. Et en dessous, ensuite, il y a les créatures à la base de tout, c'est-à-dire les aigles, les nains, les ents, les hobbits, les hommes, les elfes, qui n'apparaissent pas tout de suite dans la mythologie. Du coup, en gros, si on devait résumer, lors de la création, en fait, il y a Eru Ilúvatar qui crée les Valar, les Maillards. Ce ne sont que des esprits. Ils se mettent à chanter tous ensemble et de ce chœur naît Arda, c'est-à-dire la terre qui naît au milieu du vide. Alors, ensuite, le problème dans tout ça, c'est que Melkor, du coup, on en avait parlé, il a envie de chanter plus fort que tout le monde. Je schématise grosso modo, mais en gros, il a envie de se montrer beaucoup plus que les autres. C'est un Valar individualiste et du coup, il finit par créer des dysfonctionnements dans le chant qui font que le monde devient imparfait. Donc, lors de l'âge de la création, les Valar finissent tous par quitter leur statut d'esprit et rentrer tous sur la terre du milieu. Et Melkor est le premier à venir, et le premier à s'installer, et décide d'essayer de tout faire pour devenir le maître du monde. En gros, schématiquement parlant, c'est ça. Melkor est accompagné par plusieurs Maillards qu'il corrompt, dont un Maillard dont vous connaissez très certainement le nom, c'est Sauron. En gros, c'est ça. L'âge de la création, du coup, les 5000 premières années, les 5000 premières années sur les 40 000 ans, c'est ça. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé les 5000 autres années ? Il faisait nuit noire sur Arda, donc ce fut les âges des lampes. Donc, la lumière s'est allumée. Avant 5000 ans, il faisait nuit. La lumière s'est allumée. Donc, en gros, pour éclairer le monde, du coup, les Valar créèrent 2 lampes magistrales et colossales et s'installèrent sur l'île centrale, donc l'île au milieu, la petite île qu'on voit sur la carte au niveau du Grand Lac. Ouais, ici. Et ils fondèrent du coup le monde, l'île d'Almaren, qui est un lieu idyllique. Pendant ce temps, Melkor de son côté, il a fondé sa forteresse d'Utumno tout au nord, sous les montagnes de fer. Il détruisit Almaren et les lampes à l'aide de Maillards et de créatures corrompues. Et les Valar donc finirent par abandonner la Terre du Milieu à Melkor pour s'installer à l'ouest, donc au niveau de Lwystrennes, et fonder Valinor sur le continent d'Aman. Ça, c'est ce qui se passe dans les 5000 autres années. Donc là, il y a 10 000 ans qui sont déjà passés dans la Terre du Milieu. Donc en gros, les forces du mal sont déjà en train de gagner à ce moment-là. C'est ça. Parce que Melkor, qui représente, pour résumer, Melkor qui représente ce qui est le Valar noir, quoi, le Valar corrompu, je sais pas, qui du coup a réussi à battre les autres, à les faire fuir du moins de la Terre du Milieu. Et il a pris possession. Il détruit les lampes. Ouais, c'est ça. Il détruit les lampes, du coup, l'obscurité revient. D'accord. Et en détruisant les lampes, Almaren, le monde des Valar, est détruit. Et les Valar doivent fuir dans un autre monde, car la Terre du Milieu est déjà trop ravagée pour pouvoir refonder quelque chose là-dessus. Surtout avec la présence de Melkor, qui est extrêmement puissant à cet endroit-là. D'accord. Ensuite, du coup, vient l'âge des arbres. Donc, à partir de l'an 10 000. Donc, c'est Yavanna, en fait, la déesse des arbres, qui crée 2 arbres merveilleux et gigantesques, l'orelin, le doré, et Telperion, l'argenté. Il me semble qu'avec Thibaut Icarius, vous en aviez parlé lors de ton dernier live. Où j'en avais peut-être aussi parlé lors du live avec Elia et Burley, où on a parlé des plantes de la Terre du Milieu. Oui, effectivement.
Voilà. Donc ces arbres sont particulièrement importants, c'est ça dans le... C'est exactement ça. En fait, ces arbres, ils sont là pour éclairer, du coup, remplacer les lampes et éclairer Valinor. Alors, Valinor, c'est juste les terres immortelles, donc uniquement les terres qui se trouvent être à l'ouest de la Terre du Milieu. Ok. Pendant ce temps-là, la Terre du Milieu vit sous la domination totale de Melkor. Et c'est au bout de 10 000 ans ensuite, 10 000 ans plus tard, que Yavanna, la même Yavanna, donc, fait briller les étoiles et apporte la lumière en Terre du Milieu. Ok. Et avec la naissance des étoiles et l'arrivée de cette nouvelle lumière, les premiers elfes apparaissent. Donc les premiers elfes apparaissent au bout de 20 000 ans. 20 000 ans après la création, en gros. Le premier à remarquer leur existence, du coup, c'est Melkor. Il en enlève une partie, les torture, et crée ainsi la race des orques. C'est-à-dire les tout premiers orques sont créés à base des elfes torturés. Avec l'aide d'une araignée géante qui s'appelle Ungoliant, il réussit à détruire les arbres Laurelin et Telperion. Il vole des joyaux, les trois plus beaux joyaux du monde, qui sont les Silmarils, qui sont créés par un elfe Fëanor qui est considéré comme un des plus grands forgerons de tous les temps. Et du coup, comme il vole les Silmarils, Fëanor le maudit et le rebaptise Morgoth. Donc à partir de là, on a le nom définitif du seigneur noir du monde, du grand ennemi, c'est Morgoth. Donc en fait, Morgoth et Melkor, c'est ça, c'est la même personne. C'est la même personne, c'est exactement la même personne. C'est juste que Morgoth, c'est le nom du Valar, du coup, du Valar noir, une fois qu'il est maudit par Fëanor, car il a volé les Silmarils, les plus beaux joyaux, et accessoirement, il a aussi tué son père, ce qui n'aide pas. Parce que Fëanor, c'est celui qui a créé les Silmarils, c'est ça? C'est ça, c'est lui exactement ça. Mais c'est un gentil, c'est un elfe gentil, c'est ça? Alors c'est un elfe gentil, mais quand même très turbulent, et il pète un peu un plomb, entre guillemets, quand on lui vole ses créations. Ouais, c'est-à-dire qu'il est extrêmement turbulent, il est très belliqueux, ce qui fait que, après ça c'est dans les détails, mais en gros, Fëanor, il s'est aussi à moitié rebellé contre son peuple qui voulait pas l'aider pour récupérer les Silmarils. Enfin bref. Il y a tout un lore derrière, on va pas trop rentrer dans les détails non plus, mais ok, du coup, Melkor change de nom, il rename en Morgoth. C'est ça, il rename en Morgoth. Les restes des arbres, en gros, les restes sont éteints, sont récupérés et envoyés dans le ciel afin de créer le soleil et la lune, qui apparaissent à partir de l'an 30 000. L'an 30 000, ok. Depuis le tout début de la création. Et du coup, le fait qu'il y ait le soleil et la lune qui apparaissent, les hommes, qui sont parmi les dernières créatures créées par Ilúvatar, s'éveillent. Donc, au bout de l'année 30 000, les hommes apparaissent et s'éveillent. Et du coup, là, on arrive à ce qu'on appelle le premier âge du soleil et le premier âge des hommes, en fait. Qui commence à l'an 30 000, quoi. À l'an 30 000, exactement. Et là, on commence déjà à voir en termes de cartes un petit peu à quoi ressemble petit à petit la carte que tout le monde connaît, ou que la plupart connaissent, c'est la carte du Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est pas encore totalement ça, mais ça commence à y ressembler. Ouais, les continents ont un peu bougé et ça change. C'est exactement ça. Bon, si on compare là, rapidement, ça quand même, ça ressemble pas mal, mais il y a des choses qui ont un peu bougé, quoi. Exactement. Du coup, en gros, pour résumer, le premier âge, il est à l'image en fait des nouvelles créatures qui viennent d'apparaître, c'est-à-dire les hommes. Il est beaucoup plus court. Le premier âge, en fait, il dure un peu plus de 600 ans. Et c'est le théâtre de ce qu'on appelle la guerre des joyaux. Donc la guerre des joyaux, en fait, c'est pour récupérer les Silmarils. C'est la guerre entre les elfes et Morgoth. Les elfes s'installent en Terre du Milieu, donc la terre indiquée sur la carte. Ils s'installent, ils créent des royaumes cachés qui, donc Gondolin, Nargothrond, ce genre de noms, si vous les voyez, ce sont les royaumes cachés. Et ces royaumes cachés, au bout d'un moment, après 4 siècles, ils sont tous détruits au bout d'un moment par les légions de Morgoth, qui sont constituées de dragons, de balrogs et de tout un tas de créatures maléfiques. Comme on peut le voir sur l'image, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'image, c'est une représentation en fait des batailles
et de notamment la dernière bataille, qui s'appelle la bataille du coup de la Grande Colère. Et cette bataille du coup de la Grande Colère, c'est vraiment lorsque le dernier des royaumes elfiques tombe. Les Valar qui sont tous sur les terres immortelles, ils finissent vraiment par réagir et par attaquer le Seigneur Noir une dernière fois. Donc durant cette fameuse guerre, Morgoth à la fin est vaincu, sa forteresse est détruite. Les Valar décident de lui couper les mains et les pieds et de l'expédier dans le néant par ce qu'on appelle la porte de la nuit, donc une porte qui permet d'expédier les créatures dans le néant directement en dehors des frontières du monde. Ok, donc, Morgoth, on s'est débarrassé du mal là, c'est bon. C'est ça, en gros, Morgoth est condamné à errer sans fin au-delà des frontières, des frontières de la Terre du Milieu, des frontières d'Arda. Le problème, c'est que dans cette grande guerre, déjà, alors, vous pouvez voir sur la carte, il y a une petite partie de la carte qui s'appelle Beleriand. Donc c'est une partie de la carte en fait qui est initialement attachée à la carte que vous connaissez du Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu. Ce Beleriand là, du coup, il a été complètement détruit et immergé sous les flots. Les Silmarils, eux, sont perdus à jamais. Et voilà, exactement. Alors là, il faut expliquer, excuse-moi, j'avais pas switché. Là, vous avez la carte, une carte avec l'actuelle Terre du Milieu. Je dis actuelle comme si elle existait vraiment. Mais en gros, c'est le théâtre de l'affrontement, des affrontements qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux. Ici, la Terre du Milieu à droite. Et à gauche, vous avez le Beleriand qui était une terre présente et située à l'ouest du coup de la Terre du Milieu, mais qui du coup a subi malheureusement des conséquences tragiques, c'est ça? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors là, à partir de là, on pourrait se dire, bon, le mal a été détruit, Morgoth a été supprimé, c'est très bien tout ça, sauf que, alors, il y a plusieurs problèmes, c'est que les Valar, forcément, ils ont gagné, ils retournent sur les terres immortelles, mais il y a une personne, il y a pas vraiment personne, mais une créature en fait qui a réussi à se faire tout petit pendant que Morgoth se faisait capturer et se faisait éjecter des frontières du monde. C'est son bras droit, son principal bras droit qui a disparu, qui s'est enfui pendant que Morgoth se faisait capturer. Et c'est ni plus ni moins que Sauron. Sauron qui est du coup un Maillard et un des plus puissants Maillards, puisqu'il a été corrompu extrêmement vite par Morgoth. Il a été corrompu avant même son arrivée sur Arda dans le monde. Et il l'a soutenu dans toutes ses batailles. Sauron, c'était un elfe à la base, c'est ça? Non, Sauron était un Maillard en fait. Un Maillard, c'est l'équivalent. Oui, pardon. Voilà. Parce que les Maillards sont l'équivalent des esprits. Donc c'est, si vous voulez, en gros, Sauron, il est au même niveau de puissance que Gandalf ou un truc comme ça. Puissance que, peut-être pas au même niveau de puissance. En tout cas, il est au même niveau de rang. De rang dans la cosmogonie. Dans la hiérarchie, voilà, dans la hiérarchie des créatures, il est au même rang que Gandalf, que Saruman, que les Balrogs. Il est donc à un rang supérieur en fait des créatures. S'il est au rang d'esprit en fait, c'est vraiment un esprit créé par Ilúvatar. Et donc à ce titre, il est extrêmement puissant. Et du coup, lors de la guerre justement du Premier Âge, les Valar n'ont pas réussi à le capturer. Il s'est échappé, c'est ça, en scred. C'est ça. Il a réussi à s'enfuir. Initialement, alors pour le petit détail, du coup, initialement en fait, il a voulu s'excuser entre guillemets à un des autres Maillards qui était Eonwë, un des héros de Manwë, donc le Valar principal. D'accord. Et du coup, il a voulu faire profil bas et tout ça, sauf que les Valar l'ont convoqué tout de même en Aman, donc sur les terres immortelles, donc pour le juger. Ouais. Et là, Sauron, il a pris un petit peu peur tout de même. Il s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée d'y aller. Et donc c'est là qu'il a fui et il a vraiment disparu pendant de nombreuses, pendant plusieurs siècles en fait. Il a disparu de manière à ne laisser plus aucune trace et pouvoir repartir de presque zéro entre guillemets pour à son tour reprendre le flambeau de son maître. En gros, il avait un procès au cul et il a tout fait pour l'éviter. C'est un peu ça. Et
et se cacher le temps de récupérer ses forces et de Voilà. devenir Le temps de le se boss, présenter une nouvelle fois aux élections. ouais, de la Terre du Milieu, ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est un peu Polanski, ouais. Voilà. J'osais pas. C'est le j'osais chat pas. qui m'a trigger. Merci Tagazin pour cette remarque. Ah oui. Joli. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et il a Du fini coup, ce qui par. se passe après, Ouais. Qu'est-ce on qui a lui arrive? fini, en fait, on a fini le premier âge de la Terre du Milieu. On Incroyable. arrive au deuxième âge du Soleil, et c'est là qu'on entame la deuxième partie centrée évidemment Autour de sur le Sauron. personnage qui nous intéresse le plus, c'est Sauron. Et pourquoi il nous intéresse le plus? Parce que c'est le personnage qui est lié à l'anneau unique, ce qui est un petit peu le thème de notre soirée. Voilà. Alors là, en gros, ouais, vas-y. voilà, je tiens juste à vous préciser quelques petits trucs. Là, au début, vous voyez beaucoup de dates. Alors, les dates, en gros, il n'y a rien à retenir ni quoi que ce soit. C'est uniquement pour vous donner Évaluation à la une petite idée en fait de la temporalité des choses. C'est-à-dire que quand on regarde le début du Seigneur des Anneaux, on a tendance à se dire en fait que entre la création des anneaux et la guerre qui fait que Sauron perd l'anneau et Sauron est pas tout à fait détruit, mais bien affaibli tout de même. On a presque tendance à penser en fait qu'il dure peut-être une dizaine, une vingtaine d'années. En vrai, non. Il y a autant d'écart entre la création des anneaux et la guerre et la chute de Sauron que entre nous là et Jules César. Donc, ouais, il y a quand même pas mal d'années qui s'écoulent, quoi. Ouais, Et voilà, on le il voit s'est dans. passé pas mal de trucs, quoi. Ils n'ont pas inventé la voiture entre-temps, mais enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Mais ça se voit rien que dans les échelles de temps qu'on invoque depuis tout à l'heure, où ça se compte plutôt en dizaines de milliers d'années. Oui. Voilà, il y a des espaces de temps qui sont juste incroyablement longs dans le lore. Et donc voilà, les dates sont vraiment, et les événements qui sont marqués ici sont à titre indicatif. C'est ça. Voilà. Et il y a beaucoup plus d'événements, notamment qui sont marqués au milieu, à partir des années 1500, en gros, du deuxième âge. D'ailleurs, petit détail, vous voyez deuxième âge à partir de l'an 30 602. Ça, c'est en gros, ça, c'est la temporalité en commençant de l'an 1, c'est-à-dire la création du monde. Donc, on arrive à l'an 30 602, et du coup, temporalité qui est notée sur la droite, c'est-à-dire à l'an 500 du deuxième âge. Donc techniquement, c'est l'an 31 000 et des poussières. Donc voilà, ça c'est un petit peu complexe, mais c'est pour ça que je vous dis... Les 500, 750, c'est par rapport, c'est en mettant l'an 0 au deuxième âge. C'est exactement ça. Donc, tu sais, César, c'était il n'y a pas si longtemps, en comparaison de l'âge de l'univers. Oui, évidemment. Alors, oui, évidemment. C'est vrai que l'âge de leur univers, de l'univers de la Terre du Milieu, est moins conséquent que les plusieurs milliards d'années. Mais bon, c'est quand même, je trouve que, à mon échelle en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, voilà. Je voulais dire comment résumer finalement la vie de Sauron lors du deuxième âge? Qu'est-ce qui lui arrive? La vie de Sauron, en fait, lors du deuxième âge, déjà, Sauron réapparaît. Le deuxième âge commence en gros quand les elfes s'installent directement au Lindon, donc ce qu'on appelle le Lindon, c'est-à-dire une petite partie du Beleriand qui n'a pas été immergée. Et dans les terres la Terre du Milieu telle qu'on la connaît dans les films. Il commence à s'installer un petit peu à ces endroits-là. Donc il va y avoir une installation dans la Lorienne, à côté de la Moria, Ouais, et région, ça correspond à cette partie-là, proche, pas loin de la comté, quoi. C'est ça, je crois. C'est pas exactement. Très loin de la comté, hein. En fait, c'est pendant le deuxième âge que la carte qu'on connaît du Seigneur des Anneaux va se mettre en place, que le Mordor va être construit, entre guillemets, va être habité par Sauron et par des légions noires. Sauron d'ailleurs qui réapparaît en fait en l'an 500 du deuxième âge. Il réapparaît en Terre du Milieu en gros. Là je vous ai dit en gros du coup Sauron il réapparaît et il tâte le terrain entre guillemets pour savoir à peu près ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire parce qu'en théorie il est toujours chassé quoi. Il est toujours. C'est ça. Il est toujours chassé, d'autant plus que le deuxième âge de la Terre du Milieu correspond à
l'âge de l'avènement d'une nouvelle grande puissance, c'est la puissance de Numénor, qui est une petite île entre les terres immortelles et les terres du milieu et la terre du milieu. Et Numénor, en fait, c'est il y a des êtres humains à la vie incroyablement longue qui sont extrêmement puissants, qui vivent à Numénor. Ce sont les Numénoréens. Ouais. Desquels descend Aragorn, qui est un descendant direct d'Isildur, d'Elendil, qui étaient des Numénoréens, et qui sont du coup des personnes, des humains à la vie extrêmement longue et des humains extrêmement puissants. Et ces humains-là, du coup, sont presque les personnes les plus puissantes en fait de ce monde-là, à partir dans le deuxième âge. Sauron les craint totalement, donc du coup il décide d'y aller un petit peu moins en mode bourrin que son maître, et il essaye d'établir des stratégies pour s'installer petit à petit dans sa nouvelle place forte, donc le Mordor, qui est entouré par des montagnes, dans lequel il fonde en fait. Il construit Barad-dûr à partir du coup de l'an 1000, comme vous pouvez le voir. Pendant ce temps, en Eregion, il y a ce qu'on appelle la Guilde des Orfèvres, qui est dirigée par un certain Celebrimbor, qui n'est autre que le petit-fils du forgeron Fëanor qui a créé les Silmarils. Ouais, on se souvient de ce forgeron-là qui a créé les joyaux les plus précieux de la Terre. Les joyaux les plus précieux qui ont été à la base de guerres innombrables et de la destruction de la moitié de la Terre du Milieu. Donc le petit-fils de ce forgeron, il est aussi forgeron. Donc le petit-fils de ce forgeron est aussi un des plus grands forgerons, peut-être le plus grand forgeron de son âge. Et en fait, lui aussi, on se rend compte que du coup, petit à petit, il va mettre une merde noire, si j'ose dire, puisque, malgré lui, hein, évidemment, puisque, en fait, il est spécialisé dans les anneaux. Petit à petit, il se spécialise dans les anneaux de pouvoir. Et il est contacté en fait par un envoyé des Valar, une personne qui se prétend être envoyé des Valar, qui s'appelle Anatar, le seigneur des cadeaux et le dispensateur. C'est un peu le Père Noël, quoi, finalement. C'est complètement le Père Noël, une personne qui dit du coup qui est un messager des maîtres d'Arda et tout ça, et qui n'est autre en fait que Sauron sous une forme extrêmement attirante. C'est celui-là, donc, c'est celui qu'on voit sur le gif que vous pouvez voir sur ce fameux gif. Enfin, moi je le trouve assez attirant comme ça, mais en fait, c'est ça, il prend une forme extrêmement... presque elfique, non, c'est ça? C'est ça, il se fait passer pour un elfe envoyé des Valar, donc... Et du coup, la Guilde des Orfèvres est presque la seule à lui faire confiance parmi tous les elfes de la Terre du Milieu. Par exemple, Galadriel qui est déjà là et qui est déjà qui est déjà une grande seigneur elfe à ce moment-là, voit Anatar, lui dit d'un très mauvais œil. Elle lui dit, elle se souvient en fait qu'elle ne l'a jamais vu en Valinor lorsqu'elle-même y était. Donc elle se dit, t'es messager des Valar, c'est très bien, mais en fait je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, donc je ne te crois pas. C'est un imposteur. C'est un fake. Donc du coup, elle se méfie extrêmement de cette personne. Ouais. Un autre grand seigneur elfe qui ne lui fait pas confiance. Par contre, Celebrimbor lui fait instantanément confiance. Pourquoi ? Parce que Celebrimbor est un forgeron. Et Anatar, donc Sauron, il se trouve que c'est un excellent forgeron aussi. Ok. Et entre forgerons, ils deviennent potes, quoi, finalement. Et entre forgerons, ils deviennent potes. Et surtout, Sauron, en fait, donne des astuces de forge incroyables et aide à forger des merveilles. Il aide la Guilde des Orfèvres à forger des merveilles. Et du coup, pendant plusieurs centaines d'années, il les aide. Et petit à petit, forcément, ils ont gagné leur confiance. D'accord, il était patient quand même, hein, le Sauron, il est patient, quoi, pour mettre son plan à exécution. Ça fait déjà des milliers d'années. C'est ça qui est assez drôle dans le lore, c'est que les persos, ils sont immortels. Donc en fait, ils ont la patience de toute une vie, quoi, pour faire des trucs. C'est ça, ils ont une patience qui est quasiment infinie, puisque en fait, là, par exemple, ça fait depuis 32 000 années qu'il est
qu'il est là, que Sauron existe. Ouais, c'est ça. Et Puisqu'il est même là un depuis le petit début peu de plus l'univers. parce qu'il était déjà là en esprit avant la création du monde. Enfin Ouais, bref. ouais, bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est que Sauron, en fait, avant d'être. Pourquoi est-ce que Sauron était un excellent forgeron? C'est que avant d'être corrompu par Melkor, donc Morgoth, Mhm. il était le Maillard affilié à un dieu. Et ce dieu-là, c'était Aolé, qui est le maître des forgerons et le seigneur de la terre. D'accord. Et donc, du coup, ça permet un petit peu de comprendre Ouais, pourquoi c'était est-ce que Sauron, en fait, il arrive de nulle part et puis il est extrêmement, extrêmement doué, affilié à la terre et C'était extrêmement Aolé, c'est doué. ça? Aolé, ouais, Ouais, c'est qu'on ça, peut c'est voir celui du que coup qui est t'avais. là. Ouais, c'est ça. Qui était affilié, Et donc Sauron est là, et petite affiliation, là, comme ça. Ok, ça marche. voilà, en gros. Du coup, Sauron explique, donne des techniques de forge à Celebrimbor. Il l'aide en fait à forger ce qu'on appelle les anneaux de pouvoir. Alors au début, ce sont juste des anneaux mineurs qui ne sont pas forcément Puissant. qui sont dangereux pour les mortels, mais pas forcément très puissants. Et au bout d'un moment, il réussit à forger la bagatelle de 16 anneaux de pouvoir, 9 pour les hommes, 7 pour les nains. Et ces anneaux de Et pouvoir, 3 pourquoi est-ce pour qu'il les les. forge en fait? Pourquoi est-ce qu'il convainc Celebrimbor de forger ces anneaux? Ah, mais non, je suis con. C'est parce que Sauron s'est dit que attaquer la Terre avec la force, attaquer les Valar, attaquer tout ça avec la force brute, ça ne marchait pas. Il a eu l'expérience avec Morgoth qui s'est fait battre, ça ne marche pas. Ok. Donc il veut corrompre toutes les. Son objectif, c'est de créer la division et de corrompre toutes les créatures de la Terre du Milieu avant de se lancer en fait dans Ok. dans Pas dans la finalité de son plan, c'est-à-dire être le maître du monde, ouais. le maître du monde à son tour. Donc, ouais, il y va plus voilà, en mode scred. J'infiltre les C'est gens ça. qui sont puissants, je les mets en confiance et après je les corromps doucement les uns après les autres et C'est ça. je les contrôle, je les manipule de telle sorte que je prenne de plus en plus le pouvoir sur un peu tout le monde, quoi. C'est ça. Du coup, en gros, au moment de la création des anneaux, il a réussi à corrompre en touchant juste les anneaux, les 9 anneaux des hommes et les 7 anneaux des nains. Ok. Ensuite, Celebrimbor forge en secret 3 anneaux supplémentaires qui sont parmi les plus puissants des anneaux. Ok. Ce sont les anneaux des elfes. Donc ça, on le revoit aussi dans la cinématique, enfin dans les premières scènes du Seigneur des Anneaux, je crois, C'est ça. l'histoire des anneaux. Il y en avait combien au total? Il y en avait, du coup, en tout, il y en a 19 sans compter celui qui nous intéresse le plus ce soir, c'est-à-dire l'anneau unique. Et en fait, l'anneau unique, c'est il finit par le forger dans le Mordor, donc dans Orodruin, la montagne du destin, qui est une place extrêmement puissante. Tu vas revenir là-dessus tout à l'heure. Et Sauron, du coup, va forger l'anneau unique, et au moment où il le met au doigt, chaque porteur de l'anneau, chaque personne qui possède les anneaux est alerté en fait qu'il y a un maître anneau pour gouverner tous les autres, qui apparaît, qui est là et qui est au doigt de Anatar. Et Anatar, du coup, son identité est révélée, quoi. Voilà. C'est ça. La réelle identité d'Anatar est découverte, et c'est Sauron. Au moment où il met le doigt. Donc, quand il se rend compte que tout le monde retire son anneau, par peur et par peur de se faire contrôler, et bien du coup, il déclare la guerre à tout le monde pour récupérer tous les anneaux et pouvoir les donner à son tour. Donc en gros, il a profité du talent de Celebrimbor pour forger des anneaux de plus en plus puissants, et il a fait en sorte tous les anneaux de puissance et faire en sorte de pouvoir tous les contrôler pour asseoir sa mainmise sur la Terre du Milieu. Ça, c'est à peu près ce qui se passe. Donc ensuite, Sauron, il déclare la guerre à Celebrimbor. Il anéantit les légions de Celebrimbor. Il tue Celebrimbor, récupère les anneaux des hommes et des nains. Ah oui, des nains, pardon. Les elfes, ils ont 3 anneaux, c'est ça, mais ils les gardent pour eux, quoi. C'est ça. Et Celebrimbor vend, entre guillemets, il donne la cachette des anneaux des hommes et des nains, juste pour mieux cacher en fait les anneaux des elfes, qui n'ont jamais été touchés par Sauron. Donc Sauron récupère ces anneaux-là. Il tue Celebrimbor.
il se sert du corps de Celebrimbor comme d'une bannière pour pouvoir continuer son massacre en Terre du Milieu. Et pendant ce temps-là, les elfes, avec leurs 3 anneaux, s'enfuient. Voilà ce qui se passe à peu près. Ok. Du coup, Dans le deuxième Sauron, âge, quoi. c'est ça, dans le deuxième âge. Sauron ensuite, il donne des anneaux aux seigneurs. Les anneaux qu'il a récupérés, il les donne aux seigneurs hommes. Petit à petit, il les donne aussi aux seigneurs nains. Et c'est de nombreuses années après que les Nazgûl, donc des âmes tourmentées, des esprits servants de l'anneau unique, qui possèdent les anneaux des hommes, apparaissent, font leur apparition pour la première fois en Terre du Milieu. Et donc Ensuite- c'est les 9 hommes, enfin c'est les hommes c'est les personnes qui étaient corrompues et qui avaient des anneaux, les Nazgûl, c'est ça? Ou C'est rien à ça, voir. c'est Ouais, exactement ça. Ok. Les Nazgûl sont les neuf rois des hommes qui Qui avaient possèdent les les 9 anneaux et anneaux. qui petit à petit tombent en fait dans ils deviennent esprits à mi-chemin entre au royaume des esprits Ouais. et monde réel. Et ce sont les spectres pardon, de l'anneau qui sont Et possédés. les anneaux des Oui. nains, ils deviennent quoi? C'est vrai, il y a les 7 anneaux, c'est ça? Alors, les anneaux des nains, pour le petit détail, en fait, ils sont donnés à 7 rois des nains, et les nains sont beaucoup moins réceptifs à la magie, donc ils sont beaucoup plus résistants face à la magie. Donc, les anneaux des nains sont faits de telle manière ils ne donnent pas, ils ne font pas en sorte de De corrompre, c'est ça? de corrompre totalement et de soumettre totalement le roi nain au pouvoir de l'anneau unique. Par contre, ils sont faits en sorte d'attiser en fait la cupidité, juste attiser la cupidité Des nains. des nains. Ce qui fait que petit à petit, il y a une légende en Terre du Milieu qui dit que derrière chaque richesse de chaque royaume nain, il y a un anneau, car en fait les nains sont de plus en plus cupides, ils ont de plus en plus tendance à s'enfermer dans leur caverne et à creuser toujours plus profond pour avoir toujours plus d'or et avoir des fortunes toujours Ouais. plus incroyables. C'est ce qui C'est leur a un- coûté l'éveil du Balrog finalement, enfin C'est d'un des exactement ça. Balrogs de mort, quoi. C'est exactement ça, et la cupidité des dragons, et qui fait en fait que les nains petit à petit ils s'enferment tous dans leur royaume, ils s'isolent et ils finissent par même se faire attaquer par les dragons. Et au final, il y a au moins 4 il y a 4 anneaux qui finissent fondus dans le feu des dragons, car attaqués par les dragons. Et Sauron, au final, à la toute fin, Sauron récupère 3 anneaux des nains. Et le dernier qu'il récupère, c'est le père de Thorin et Cutchen, celui du coup du Hobbit, du film du Hobbit, pour ceux qui l'ont vu. C'est le père de Thorin et Cutchen qui finit torturé par Sauron et qui finit par donner en fait le dernier anneau, les nains, à Sauron. Voilà. Aïe aïe aïe. Bon, là, en gros, après, à la fin, voilà, il se passe beaucoup de choses. Il y a C'est Numénor réapparaît et réussit à vaincre Sauron, qui se constitue prisonnier. Alors quand tu dis Numénor envahit, c'est Numénor envahit le Mordor. En fait, c'est les armées de Numénor, c'est ça, Voilà, c'est les armées de hommes Numénor qui sont les plus puissantes du monde, qui arrivent à prendre le Mordor. qui réussissent à bien asséner un grand coup et à détruire toutes les forces du Mordor. Il capture Sauron, il l'emmène sur Numénor, et Sauron, là, à nouveau, il prend son apparence d'Anatar pour duper en fait le roi des Numénoriens, leur dire qu'en gros, qui était quelqu'un d'extrêmement Manipulable, non? manipulable, Vaniteux, car extrêmement pardon, envieux, vaniteux, cupide, qui ouais, voulait cupide le aussi, mais pouvoir. cupide par rapport, qui voulait le pouvoir en fait, mais qui voulait un pouvoir en particulier. Il était en quête de l'immortalité, comme on parle de rois qui vivaient dans les 500 ans. Et ben en fait, eux, ce qu'ils recherchaient, c'était l'immortalité. Du coup, Anatar, il est resté environ 50 ans, un peu plus de 50 ans en fait, avec ce roi-là qui s'appelle Ar-Pharazôn. Et au bout de 50 ans de captivité, en fait, il finit par devenir son principal conseiller. Et le principal conseiller, du coup, réussit à convaincre le roi
de carrément monter la plus grande flotte qui n'a jamais existé pour attaquer les Valar sur les terres immortelles, ce qu'il finit par faire. Et en gros, quand il le fait en 3319, du coup on le voit là, Eru Ilúvatar réapparaît, il n'est pas follement joisse, il réagit un peu mal et il détruit toutes les armées d'un coup et il engloutit Numénor sous les flots. Numénor est rayé littéralement de la carte. Ilúvatar, là, c'est le dieu des dieux, là, c'est ça, le créateur. C'est le dieu des dieux, c'est ça. Le dieu des dieux, en gros, il voit que y a les Numénoréens qui ont un peu pris la confiance. Il zigouille tout le monde, il raye Numénor de la carte. Et Sauron, dans le cataclysme, il perd à jamais son apparence, l'apparence qu'on voit là, l'apparence belle, l'apparence elfique. Il retourne directement, il s'enfuit en fait, et retourne directement en Mordor. Mais son plan a marché, c'est-à-dire que Numénor est détruit. Numénor est détruit et du coup il perd presque l'ennemi, son ennemi numéro 1 qu'il avait capturé initialement. En gros, il s'est fait capturer par les hommes de Numénor, sauf que en tôle, il a réussi à manipuler progressivement toutes les personnes et à se faire passer pour finalement quelqu'un de gentil, jusqu'à être le plus proche conseiller du roi de Numénor. Et il a convaincu le roi de Numénor d'attaquer les terres immortelles à gauche ici, pour aller exploser justement les Valar, qui sont ses ennemis de toujours, quoi. Et la guerre, le dieu gentil créateur, il a vu que c'était le bordel, il a vu qu'on n'attaque pas les Valar comme ça, donc on va tuer les Numénoriens. Mais du coup, ça a bien arrangé Sauron, puisque les Numénoriens étaient le problème, puisque c'était eux qui étaient puissants, qui avaient capturé Sauron. À la base, il est quand même sacrément intelligent, ce petit Sauron, quand même, là. C'est ça. En fait, il est vraiment dans la manipulation constante pour parvenir à ses fins. C'est ce qui, techniquement, Morgoth était un petit peu là-dedans, mais Sauron a poussé vraiment le délire encore plus loin. D'accord, ouais, c'est. Du coup, voilà, Sauron retourne en Mordor et comme il a son apparence noire, petit à petit. C'est d'ailleurs, il a toujours son anneau unique, parce que depuis qu'il l'a créé, il a toujours au doigt et il l'a jamais perdu, en fait. Il a toujours eu au doigt. Il a au doigt pendant quasiment 1800 ou on va le voir après. Mais du coup, il n'était pas quand même assez puissant pour vaincre les Numénoriens. C'est ça qui est fou, quoi. Il n'était pas assez. En fait, il n'était pas assez puissant parce qu'il n'avait pas créé assez d'armées. Parce qu'à côté de ça, il n'avait pas réussi à. Il y avait encore certains elfes qui avaient leurs propres anneaux de pouvoir, qui avaient. En fait, l'alliance des elfes et des Numénoréens était encore beaucoup trop forte pour lui. Il y avait encore des grands seigneurs elfes extrêmement puissants à cette époque-là. Et le niveau de puissance, du coup, est tout autre par rapport au Gondor, en fait, qu'on voit dans les films. Oui, c'est un truc. On peut pas s'imaginer. C'est ça, il voit vraiment à très long terme, en se disant je vais finir par les avoir. Et là, c'était un peu juste. La preuve en fait que c'était un peu juste, c'est que à la fin, du coup, quand Sauron se fait attaquer lors de la dernière alliance contre les hommes et les elfes, les armées de Sauron en fait se font détruire. C'est juste que Sauron est beaucoup trop fort avec l'anneau. Il se bat, il défonce les armées de tout le monde. Sauf qu'à la fin, il y a du coup Elendil, le roi des Numénoréens restants qui ont réussi à s'enfuir en fait de Numénor pendant le cataclysme, et Gil-galad, qui est un des derniers grands seigneurs elfes. Ils se battent contre Sauron, ils meurent contre Sauron, et à la fin c'est Isildur, le fils d'Elendil, qui tranche le doigt de Sauron, alors qu'il s'apprêtait à se faire... Donc ça, c'est la toute fin du deuxième âge, c'est la guerre contre Sauron. C'est aussi ce qu'on voit dans les films au tout début. Exactement. Quand on voit Isildur qui se bat aux côtés de Elrond contre Sauron et qui lui tranche la main. C'est une scène assez iconique du début du film, qui correspond du coup à la toute fin, là, aux années 3430 et quelques. Exactement. Donc ensuite, ça c'est la fin, ça marque...
Ça marque la fin du ça marque la fin du deuxième âge avec du coup la perte de l'anneau par Sauron. Et bon là je vais essayer d'aller un peu vite parce que ça commence à faire long. Le troisième âge, enfin, qui est le dernier âge dans lequel... 34 043, donc vous voyez là on commence à se perdre au niveau des dates. Voilà, c'est pour ça qu'on adopte une autre échelle. Au bout de... Isildur, il garde l'anneau pendant 2 ans, il refuse de le détruire en fait, parce qu'il souhaite le garder. Il garde l'anneau pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, en fait, il est pris dans une embuscade par des orques, et du coup, il s'enfuit avec l'anneau en mettant l'anneau au doigt. Sauf que l'anneau, au moment où il plonge dans l'eau de l'Anduin, l'anneau glisse miraculeusement, entre guillemets, de son doigt. Et Isildur se fait tuer dans l'Anduin. L'anneau, à partir de là, est perdu dans le fleuve. En l'an 1000, donc 1000 ans plus tard, on apprend qu'il y a un nécromancien qui réapparaît en Terre du Milieu, à Dol Guldur, donc dans la Forêt Noire. Donc Dol Guldur, je sais pas si tu as Il faut que les gens se souviennent, si vous avez vu le Hobbit, ces fameuses ruines où justement les protagonistes gentils enquêtent pour savoir ce qui s'y passe, parce qu'ils entendent des rumeurs comme quoi un nécromancien serait de retour et que celui-ci serait peut-être le mal absolu, #Sauron. C'est ça. Donc à partir de 1000, en fait, Sauron il réapparaît là-bas pour petit à petit refaire, renaître entre guillemets les Nazgûl, ces serviteurs de l'anneau. À partir de 1050, les Valar, de leur côté, sur les terres immortelles, ont senti en fait que qu'il commençait à y avoir à nouveau du grabuge en fait en Terre du Milieu. Du coup, en 1050, ils envoient les Istari sur la Terre du Milieu pour voir ce qui se passe et essayer d'arranger un petit peu les choses. Alors qui sont les Istari? Ce sont en fait Gandalf, les mages, donc Gandalf, Radagast, Saruman et les 2 mages bleus. Alors Radagast, on le voit vite fait dans le Hobbit, c'est un mage affilié aux plantes, aux créatures et tout ça. Les mages bleus, ils partent à l'est et on n'entend plus jamais parler d'eux. Et Saruman et Gandalf, bon, vous les connaissez certainement, c'est eux qui apparaissent dans le Hobbit, puis donc dans ça, c'est les Istari, ça, les mages. C'est des Istari qui sont en fait des Maillards, donc au même rang que Sauron. Au même rang que Sauron, techniquement. Sauf qu'en arrivant en Terre du Milieu, ils ont accepté d'arriver sur cette terre. La condition pour qu'ils arrivent sur cette terre, en fait, c'était de limiter au maximum leur pouvoir. Et ils n'étaient quasiment jamais censés se servir de leur pouvoir pour éviter justement qu'il y ait un nouveau Sauron en fait qui apparaisse, quelqu'un qui ait beaucoup trop de pouvoir d'un coup et qui s'en serve de manière totalement démesurée. Ok. Il se passe un nombre d'années incroyable, donc avant que l'anneau soit à nouveau trouvé par Gollum. Une créature, Sméagol, Gollum. Il découvre l'anneau. En fait, c'est un de ses amis qui ramasse l'anneau par hasard dans le fleuve. Sméagol veut cet anneau. Il tue son ami. La base. Et du coup... Qui n'a jamais tué son ami encore. Exactement. Pour un anneau en or, enfin, je veux dire... voilà, on prend. Mesurer la priorité, quoi. Exactement. Non, du coup, il trouve l'anneau, il le garde avec lui, il se cache avec pendant 500 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, c'est l'histoire vraiment que vous connaissez. Il y a Bilbon Saquet qui découvre l'anneau dans la tanière de Gollum, qui le ramène dans la comté, qui finit par le donner à Frodon, qui commence la quête de l'anneau. Et c'est parti pour le Seigneur des Anneaux. C'est parti pour le Seigneur des Anneaux, et en 3019, l'anneau est détruit là où il a été forgé. Et voilà. C'est la fin, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence sur le Seigneur des Anneaux, l'histoire de Sauron et de l'anneau. Non, évidemment, ce n'était que la première partie. Je vous propose une petite slide de résumé pour cette partie, qui est finalement le trajet de l'anneau. En fait, c'est une infographie qui est assez cool que j'ai trouvée. Je pense que ceux qui regardent la rediff actuellement, vous pourrez mettre pause. On va pas trop l'expliquer parce qu'en fait, tu l'as déjà dit, c'est tout ce que tu as raconté
à travers justement la passation de l'anneau d'une main vers l'autre. Cette infographie, en gros, pour faire rapidement, faut commencer à gauche. Ici, c'est le lieu de création, le monde du destin, le lieu de création de l'anneau. Et vous avez une idée de combien d'années chaque personnage a eu l'anneau en main, enfin au doigt, ou d'ailleurs pas au doigt d'ailleurs. Mais bon, il faut savoir que l'infographie n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire que bon, ça correspond pas en termes d'années. Si vous regardez, par exemple, cet arc-là fait 2000 ans. Pendant 2000 ans, Sauron, au début, il a eu l'anneau. Ensuite, Isildur, 2 ans. Vous voyez que le 2 ans ici correspond pas vraiment aux 2000 ans. Bref, il faut garder en tête que c'est pas à l'échelle, mais c'est quand même une jolie infographie pour suivre tout le chemin de l'anneau, donc en partant de la gauche et en suivant le cercle dans le sens horaire. Vous avez la vie de l'anneau en fait, par quelle main il passe au fur et à mesure, et ça donne une meilleure représentation un petit peu de justement des temps, des échelles de temps, et remarquez qu'au final il a le plus clair de son temps, l'anneau était en fait au doigt de Sauron, voire était perdu et n'était au doigt de personne ici là pendant 2461 ans, donc voilà. C'est une jolie infographie. Je vous laisserai la revoir éventuellement en rediffusion pour ceux qui s'y intéressent. Peut-être que je la mettrai aussi à la fin dans le chat, durant la session questions. Désolé Alexandre, j'ai un petit peu accéléré, mais c'est pour que on soit un peu dans les temps. Mais en tout cas, voilà, non, mais c'est ce qui est bien, c'est que, enfin, moi j'ai trouvé ça super complet, et au moins on a eu une vision très globale de qui est Sauron et de comment il en est venu à créer l'anneau, et qu'est-ce que l'anneau est devenu dans toutes ces péripéties. On va passer à la deuxième partie, qui va être focalisé plus sur les propriétés et les pouvoirs de l'anneau. Justement, j'ai vu des questions dans le chat qui faisaient plus référence à ça. Dans cette partie, du coup, commençons par tout d'abord les propriétés. Et on va essayer de discuter un petit peu de la réalité physico-chimique de ces propriétés, voir si un tel anneau en fait pourrait exister dans le monde réel. Alors la première chose qu'il faut savoir et qui est dite dans les livres, c'est que l'anneau est fait d'or pur. Alors certes, mais ça pose quelques petits problèmes par rapport à ses autres propriétés, qui sont le fait qu'il soit d'abord quasi indestructible, et ensuite qu'il ait une température variable. Alors si c'était un anneau en or pur, malheureusement l'or n'est pas un métal quasi indestructible. En fait, on peut le fondre relativement facilement lorsqu'on atteint ce qu'on appelle la température de fusion. La température de fusion, c'est la température à laquelle le matériau va passer de l'état solide à l'état liquide, et pour l'or, c'est environ autour de 1000 degrés Celsius que vous allez pouvoir fondre l'or. Et des flammes qui font plus de 1000 degrés, c'est possible d'en faire, ou trouver des milieux dans les volcans, dans des magmas qui sont à des températures très élevées. Donc l'anneau, s'il était fait purement d'or, on pourrait très facilement le fondre avec le feu des dragons par exemple, ou dans le magma de n'importe quel volcan. Or dans l'univers, eh bien, on ne peut que le détruire finalement dans la montagne du destin. Vous allez voir après, plus tard dans la présentation, quels artifices, quelles hypothèses on va mettre en place justement pour répondre à toutes ces contraintes sur ces propriétés physico-chimiques. Cette température variable se pose aussi un problème, parce que un anneau en or pur, en or, on peut dire ça comme ça, il n'y a pas de raison que le matériau change de température spontanément comme ça. Il faut que le matériau soit très particulier, et on en parlera un peu plus tard, pour qu'on puisse éventuellement penser à un changement de température en fait. Dit comme ça paraît bizarre. Cependant, ce qu'on relève également, les autres propriétés de l'anneau, c'est que il peut changer sa masse et son volume. Il y a certains passages, certains témoignages des porteurs de l'anneau qui disent sentir des fois l'anneau devenir plus lourd ou plus léger en fonction des situations, et le volume est aussi variable de l'anneau. Pourquoi ? Parce que l'anneau peut
peut sortir du doigt en fait de son porteur, peut devenir finalement plus ouvert entre guillemets, plus large au niveau du diamètre interne, et donc glisser du porteur. Si l'anneau veut s'échapper par exemple, il peut trouver un moyen comme ça de sortir de son porteur, donc son volume est variable. Or, en physique, on a une donnée qui fait mettre en relation finalement la masse et le volume, c'est ce qu'on appelle la masse volumique. Et c'est ce que je vous ai écrit là, qu'on nomme ρ, qui est en jaune sur la slide. Alors, on appelle ça la masse volumique, mais les scientifiques font souvent un abus de langage en parlant de densité, alors que la densité, c'est en réalité le rapport de la masse volumique de votre matériau rapporté, on va dire, à un matériau de référence qui est en général l'eau. En gros, la densité pour l'anneau, ça serait la masse volumique de l'anneau divisée par la masse volumique de l'eau. Mais bon, ça c'est pour être pinailleur pour un monde meilleur. Souvent, on parle de densité, même si c'est un abus de langage, pour parler de masse volumique. Du coup, pourquoi je parle de densité? Parce que voilà, dans les écrits, le volume et la masse pourraient changer, ce qui n'est pas totalement déconnant, puisque si on admet que la température de l'anneau est variable, la température a un effet sur justement la densité. En réalité, quand un matériau est chauffé à une certaine température, il va devenir moins dense. C'est assez intuitif. Imaginez la température comme de l'agitation de la matière, l'agitation des atomes qui composent la matière, d'accord? Et quand vous allez chauffer cette matière-là, vous allez donner de l'énergie, donner de l'agitation, donc le matériau va spontanément vouloir prendre un peu plus de place. Donc on peut voir que la température donne cet effet comment on peut expliquer ça, d'expansion, on pourrait dire, de la matière dans l'espace, ce qui se traduit par une augmentation de volume. Donc qui dit augmentation de volume dit changement de la densité. Donc voilà, ça c'est pour faire un parallèle entre la relation qu'il y a entre la température et la densité ou la masse volumique, si vous voulez être plus rigoureux. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, et c'est on va dire pour ceux qui aiment les équations et aiment se prendre la tête avec des non-problèmes, on peut même calculer quelle serait la densité de l'anneau si on le chauffe à certaines températures. Donc bon, faut pas le chauffer à 1000 degrés parce que à ce moment-là, il se mettrait à fondre, mais avant d'arriver à cette température-là, on peut le chauffer déjà à quelques centaines de degrés et on peut calculer en fait à l'avance la masse volumique ou la densité finale de l'anneau, sachant la densité initiale. La densité initiale dans cette équation, c'est le ρ0 que vous voyez ici. Et là, il y a différents paramètres, mais tous ces paramètres sont connus dans l'équation. Le delta T, ça va être la différence de température entre la température initiale et la température finale. Et donc, rien qu'avec cette équation-là, vous pouvez prédire quelle va être la densité de votre anneau en fonction de la température à laquelle vous le mettez. Sachant que si vous faites varier la densité, bon, vous allez forcément faire varier le diamètre interne, et si vous faites le bon calcul, vous trouverez une manière de faire en sorte que le diamètre soit suffisamment important pour que l'anneau glisse du doigt. Bon, je n'ai pas fait les calculs malheureusement, mais ça je le laisse pour ceux qui sont les plus nerds d'entre vous. Donc ça, c'est voilà, pour la partie propriété physique. On a vu qu'il y avait certaines propriétés un peu bizarres, que certaines choses pouvaient être expliquées un petit peu scientifiquement. On va avancer, on va voir que on va peut-être réussir à résoudre tout ce bordel. On va passer au pouvoir maintenant, pour justement énoncer qu'est-ce que l'anneau permet quand il est mis au doigt. D'abord, il y a les choses qui viennent tout de suite en tête, c'est l'invisibilité. À plusieurs reprises, on a eu des exemples de personnages qui se sont rendus invisibles en mettant l'anneau au doigt. Et on a, en même temps de devenir invisible, on est transporté finalement dans le monde des esprits. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Alexandre, justement sur ce monde? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, le monde des esprits, entre guillemets, c'est un petit peu le monde d'où viennent justement les Valar, avant que Arda ne naisse. C'est vraiment un autre monde. Et ce qui est important en fait, c'est le fait que les porteurs, du coup les éventuels porteurs de l'anneau, sont invisibles techniquement pour les mortels dans le monde réel, mais ils ne sont pas
100% invisible. On peut le voir notamment, en plus c'est sur l'image que tu as mise là. On peut le voir dans le film au moment où Frodon en fait se fait transpercer par le roi sorcier d'Angmar, donc par un des Nazgûl sur le mont Venteux. C'est qu'au moment où il met l'anneau, en fait, il voit presque plus précisément les Nazgûl. Il les voit donc en blanc, il voit leur visage, il ne les voit pas seulement drapés de noir avec du coup une cagoule qui cache leur visage. Il voit vraiment les êtres tels qu'ils étaient potentiellement à la fin de leur existence, vie d'êtres humains et au début de leur vie entre guillemets de Nazgûl, de spectre. Donc c'est le porteur de l'anneau devient invisible pour la plus grande partie, on va dire, des personnes qui existent, c'est-à-dire les mortels, mais il n'est pas invisible pour les esprits. Voilà, je sais pas si... Non, si, c'est très bien. Je profite de ce moment-là pour apporter une correction sur mon équation, effectivement, comme l'a souligné Kofi. C'est un multiplié ici, pour les gens qui auraient remarqué, les gens qui sont des spécialistes des sciences des matériaux. Voilà, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Du coup... Parenthèse fermée, on revient sur les pouvoirs et avec autre chose qui est très important et que vous avez remarqué, c'est la corruption, puisque l'anneau corrompt son porteur, quel qu'il soit d'ailleurs. On a plusieurs exemples, si vous avez vu le Hobbit ou même le Seigneur des Anneaux, il y a quand même l'exemple le plus typique, c'est Gollum, Sméagol qui s'est transformé en Gollum au fur et à mesure du temps. L'anneau du coup met corrompt doucement l'esprit et fait exprimer chez son porteur ses aspects, ses traits les plus mauvais et les exalte d'une certaine manière. Donc voilà, j'ai mis effectivement ce moment très caractéristique, très symbolique de la série où Bilbon se met à faire un jump scare à toute l'audience. Il y a des gens qui ont été terrorisés par ça. Moi, j'en fais partie. Le fameux. C'est horriblement bien trouvé parce que c'est un des seuls moments du film où t'es censé être dans un endroit de paix, tu vois. Et il faut qu'il y ait ce truc-là pour te rappeler qu'en fait, le mal est finalement partout et même aux endroits où on ne le pense pas, quoi. En fait, c'est particulièrement fascinant, je trouve, parce que on voit vraiment l'émergence d'une créature physique qui se rapproche en fait de ce que est Gollum dans ce visage. C'est assez fascinant. Et ça dure une fraction de seconde, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment extrêmement rapide et c'est d'autant plus violent. Et c'est marrant du coup que tu parles vraiment de corruption. C'est que, je sais pas si tu me permets de faire une petite intervention. Ouais, bien sûr, vas-y. C'est en gros, il y a différents éléments en fait dans le livre qui tendent à dire que l'anneau accentue notamment les défauts de son porteur. C'est pour ça, c'est presque pour ça en fait qu'on a l'impression que l'anneau n'est pas forcément si puissant que ça. Quand Frodon le met au doigt, il rend invisible et puis, enfin voilà, c'est tout. Ouais. Et c'est parce que c'est comme un décupleur de puissance qui va du coup et quelque chose qui décuple la puissance d'un Hobbit. Bon bah voilà, tu fais, tu peux faire, je sais pas si tu fais 1,1 puissance 10, bon bah ça fait pas grand chose quoi. Donc je sais pas si ça fait grand chose ou pas. Pour le coup ça fait pas mal. Mais oui, mais ça décuple pas. En fait ce que tu veux dire c'est que les hobbits sont des créatures dont les pouvoirs sont relativement restreints et limités, donc du fait. Ouais, c'est ça, c'est pas tant Hobbit shaming. Ouais, non, c'est pas tant qu'ils sont limités, c'est juste qu'en fait leurs aspirations ne sont pas ils n'ont pas une grande ambition. Ils ne sont pas dévorés par l'ambition. Ce qui fait que, en fait, il y a très peu d'accroches sur lesquelles l'anneau peut prendre prise. Ouais. Ce qui fait que, par exemple, on a un aspect en fait de
corruption avec deux personnages notamment. Il y a Gollum d'un côté. Alors, Gollum, quand il a l'anneau, euh, on a dans le livre, du coup, dans le premier livre, on a une petite idée de ce que ça donne. C'est quand il a l'anneau, en gros, il s'aperçut qu'aucun membre de sa famille ne pouvait le voir quand il portait l'anneau. Très content de sa découverte, il se garda de la révéler. Il apprenait des secrets et il appliqua son savoir à des usages malhonnêtes et méchants. Il acquit une vue perçante, ça t'en parlera tout à l'heure, mais il acquit une vue perçante et une ouïe fine pour tout ce qui était nuisible. L'anneau lui avait donné un pouvoir proportionné à sa stature. On a vraiment cette idée en fait que le pouvoir que donne l'anneau, c'est par rapport justement à un caractère, un trait de caractère, une ambition. C'est-à-dire que Gollum, initialement, c'était de base un personnage plutôt mauvais, pas forcément extrêmement puissant, mais plutôt mauvais. Du coup, ça a totalement amplifié ce côté. Derrière, il avait aussi une volonté une fourberie et il voulait être caché, il voulait être caché. Petit à petit, en fait, cette corruption, ça a fait que la volonté d'être caché, Gollum a fini par ne même plus supporter la lumière du soleil. Du coup, il a fini par s'isoler au fond des montagnes pour ne surtout pas revoir le soleil, parce qu'il souhaitait à ce point en fait être caché, rester un petit peu en arrière-plan pour son propre bien. Et je trouve ça assez fascinant. Et la deuxième personne sur laquelle on a un exemple frappant de la corruption de l'anneau, c'est Boromir. Boromir qui en fait il n'a qu'une seule. Boromir n'est pas un personnage mauvais du tout, mais il a une seule ambition, c'est sauver le Gondor, protéger le Gondor. Et ça, en fait, c'est du pain béni pour l'anneau, qui se dit du coup, ok, enfin, il se dit pas vraiment, mais il peut travailler là-dessus. Et au final, Boromir pète un plomb et il essaye d'arracher l'anneau à Frodon. Et on imagine. Il n'a pas eu longtemps, quoi, en plus. Voilà, c'est ça. On imagine vraiment du coup, le pouvoir qu'aurait eu, le potentiel qu'aurait eu l'anneau avec juste un homme comme Boromir qui aurait eu déjà peut-être avec plus d'ambition en fait, aurait eu beaucoup plus de pouvoir et l'anneau aurait eu accès à beaucoup plus de choses. Et derrière, n'en parlons pas pour Gandalf, Galadriel, tout ça, qui ont eux de leur côté bien résisté à la tentation. Voilà. Et effectivement, tu disais 1,1 puissance, un nombre élevé, ça reste, comme dit Kofi, ça reste un chiffre assez bas, donc la comparaison est très valide. Je t'avais dit non, mais c'est parce que je pensais à. Je croyais que tu avais dit x 10 puissance quelque chose, mais non, j'ai mal écouté. Ah non, quand même. Non. Je sais pas pourquoi, c'est parce que tu avais dit puissance 10, alors j'ai fait une association. Oui, c'est ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions, effectivement. Exactement. Et pour revenir sur quelque chose de plus positif concernant l'anneau, c'est que ça quand même améliore sensiblement le porteur en termes de... Donc tu les as évoqués, hein, déjà il y a l'acuité sensorielle avec développer plus de sens autour de soi qui te fait donc survivre plus facilement en fait. Oui, c'est ça. Et qui te aussi donne une longévité plus importante. On voit à quel point le Gollum a réussi à passer les âges grâce à l'anneau et donne aussi à l'accessibilité, l'accès, à certaines langues, à comprendre certaines langues. Du coup, en fait, tout ça, ça rejoint un petit peu les caractéristiques d'un parasite, en fait, qui... L'anneau serait en fait une sorte de parasite qui s'attacherait à un hôte et ferait en sorte de faire survivre son hôte en lui donnant quand même des améliorations, mais tout en ayant un impact assez négatif. Alors après, tous les parasites sont pas mauvais chez l'homme. Enfin, il y a des parasites qui ne font pas grand-chose. Il y en a d'autres qui en profitent et qui mettent à mal leur hôte aussi. Je suis pas spécialiste de cette question-là, donc j'irai pas plus loin. Mais il y a vraiment ce parallèle qui peut être fait, en tout cas, entre l'anneau, ses méthodes, en fait, c'est sa relation qu'il a avec son porteur, et un parasite et son hôte, quoi. Voilà, c'est tout pour la deuxième partie. On va passer à la troisième partie, donc là, qui va être plus focalisée sur une tentative de représentation de l'anneau dans la vraie vie, c'est-à-dire
est-ce qu'on peut de l'anneau en tirer une certaine réalité physique et chimique? Vous allez voir que oui et non, on va réussir à répondre à certaines des contraintes sans pour autant donner des réponses finales à toutes les questions. Comme d'hab, Alexandre, n'hésite pas à m'interrompre si tu vois des choses à rajouter ou quoi, sachant que bon, cette partie, ça va être essentiellement moi qui vais développer les idées. Ça marche. Du coup, on commence avec le lieu d'origine en fait de la formation de l'anneau. Avant de parler de l'anneau lui-même, il faut qu'on revoie certaines hypothèses de travail pour essayer de comprendre la nature même de l'anneau. C'est où est-ce qu'il a été créé, a priori. La montagne du destin ou le mont du destin, c'est le lieu assez unique d'où a émergé l'anneau. La première hypothèse qu'on est obligé de faire, c'est que l'anneau est très certainement pas fait uniquement d'or, malgré ce qui est dit dans le livre, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça serait difficile de le rendre indestructible dans ce sens-là. L'or peut être fondu, comme je l'avais dit tout à l'heure, à des températures de 1000 degrés, donc il faut qu'on se débarrasse de cette contrainte liée à la composition de l'anneau et penser à un anneau qui serait fait d'autres matériaux. Je vais le développer cette idée un peu après. La deuxième hypothèse qu'il faut faire, c'est que dans ce lieu de création, justement, eh bien, ce n'est pas n'importe quel endroit où l'anneau a pu être créé. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans le livre, c'est-à-dire que la montagne du destin, ce n'est pas n'importe quel endroit dans la Terre du Milieu. Il y a vraiment cette idée d'unicité de l'endroit. C'est un lieu très atypique et donc très important pour le scénario. On va faire un petit peu la même chose en comparant la montagne du destin à finalement un réacteur nucléaire naturel. Alors là, vous êtes en mode what the fuck, un réacteur nucléaire naturel. Un réacteur nucléaire de base, c'est pas censé être une grosse usine qui produit de l'électricité, mais c'est quand même artificiel. En fait, vous allez voir que sur notre bonne vieille Terre, il existe un endroit très particulier où une telle chose existe. Et oui, il existe un réacteur nucléaire naturel au Gabon. J'en ai mis une photo du coup à droite ici, qui reflète d'ailleurs le monde du destin avec Sauron qui est en train de forger l'anneau. Eh bien, nous avons au Gabon une mine à Oklo qui regorge de minéraux d'uranium, des roches riches en uranium, et on pense que il y a quand même 2 milliards d'années était en fonctionnement un réacteur nucléaire au sein de ces roches. Et je vais développer cette idée et vous montrer un petit peu comment ça marche. Et ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose dont on est aujourd'hui à peu près sûr, et c'est un réacteur nucléaire qui a fonctionné pendant vraiment beaucoup de temps avant de s'éteindre par manque de matière fissile tout simplement. Et aujourd'hui il n'est plus du tout en activité, et il reste par contre des traces évidemment d'uranium et de d'autres matériaux. On appelle ça un gisement d'uranium, voilà, merci. Et du coup, intéressons-nous à ce cas très particulier qu'il y a au Gabon. Dans cet endroit-là, donc là, vous avez ici, excusez-moi, une représentation de ce que pouvait être cet endroit-là il y a à peu près 2 milliards d'années, où vous avez ici des roches contenant de l'uranium, donc un gisement d'uranium, au contact d'un bassin, une sorte de nappe phréatique, donc de l'eau à disposition. Et pour rappel, l'uranium peut avoir plusieurs versions. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pas à pas ce que j'entends par là. Dans ce gisement d'uranium, vous avez de l'uranium qu'on dit 235. Alors qu'est-ce que ça veut dire de l'uranium 235 ? 235, pardon, c'est tout simplement la somme des protons et des neutrons qui sont contenus à l'intérieur du noyau. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'uranium, c'est un élément du tableau périodique de Mendeleïev. Il y a des atomes d'uranium, et un atome, vous savez, je fais un petit rappel, un atome est composé de plusieurs choses. Il y a tout d'abord un noyau au centre et des électrons qui tournent autour, d'accord ? Mais on ne va pas s'intéresser aux électrons aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. On va s'intéresser au noyau. Dans le noyau, il y a 2 particules essentiellement, ce sont les protons et les neutrons. Donc on va s'intéresser ici au noyau des atomes.
Un noyau d'uranium-235, c'est tout simplement du coup un noyau qui possède 92 protons et 143 neutrons. Il faut que je revienne sur ces notions-là. Le proton, ça va vous définir la nature de l'élément chimique en question. L'uranium, un noyau d'uranium est appelé uranium parce qu'il a 92 protons. S'il en avait plus, ça ne serait pas, ou plus ou moins, ça ne serait pas de l'uranium, d'accord? Donc le 92, le nombre de protons, ça va définir la nature de l'élément chimique auquel se rattache le noyau. Ça, c'est très très important. Et ensuite, par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire varier, c'est le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons peut varier dans un noyau. Et donc là, vous avez l'uranium 235, mais il existe aussi de l'uranium, par exemple, 238. Donc c'est tout simplement de l'uranium avec 3 neutrons en plus. C'est ça la grosse différence. Bon bref, ça c'est pour vous expliquer la nomenclature qui va être importante pour comprendre la suite. Donc dans ce gisement, excusez-moi, d'uranium, vous avez de l'uranium 235, des noyaux d'uranium 235. Il faut savoir que l'uranium, c'est un élément radioactif. Les noyaux d'uranium se désintègrent, c'est-à-dire qu'ils vont quelque part se casser en plusieurs morceaux et libérer, se diviser finalement en d'autres éléments souvent et libérer de l'énergie en même temps. Et aussi, ils peuvent libérer des neutrons. D'accord? Et en libérant des neutrons, ces neutrons vont voyager, vont être libérés avec une certaine vitesse. Or, dans le milieu qui nous intéresse ici, il y a de l'eau, et l'eau a un rôle crucial dans le fonctionnement justement d'une centrale nucléaire. C'est ce qu'on même utilise encore aujourd'hui. L'eau est qualifiée de milieu médiateur. Alors pourquoi? Parce que l'eau va servir à ralentir les neutrons qui sont éjectés lors de la désintégration des noyaux d'uranium. Les neutrons qui ont une certaine vitesse, lorsqu'un noyau se désintègre, les neutrons sont émis à une certaine vitesse, l'eau va venir modérer leur vitesse, va venir ralentir les vitesses la vitesse de ces neutrons-là. Et en ralentissant la vitesse de ces neutrons-là, vous allez augmenter, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche, vous allez augmenter la probabilité que le noyau d'uranium-235 absorbe un neutron. Vous allez voir avec le schéma, ça va peut-être être un peu plus clair. Ce qui se passe, c'est que si votre neutron, qui est cette boule grise, arrive à être à une vitesse suffisamment basse, on va dire, mais pas trop basse non plus, il faut être à une certaine vitesse qui va bien, vous allez avoir une chance, une probabilité que le noyau d'uranium-235 absorbe le neutron. À ce moment-là, lors de l'absorption, on forme ce qu'on appelle de l'uranium-236. Pourquoi 236? Parce que vous avez un neutron supplémentaire. Donc forcément, comme vous faites la somme des protons et des neutrons, vous gagnez un neutron, donc vous passez de 235 à 236. Voilà, on parle de modérateur, comme nous dit Energia, bienvenue à toi d'ailleurs. L'eau est modérateur, c'est-à-dire qu'elle va modérer la vitesse des neutrons, elle va leur dire « va pas trop vite, toi, ralentis un peu ». Et ça va permettre justement l'absorption du neutron par le noyau. Donc une fois que vous avez le neutron absorbé, donc vous avez de l'uranium-236, cet uranium-236 ne peut pas rester en place parce qu'il est dans un état très instable. Le noyau est dans des conditions qu'il ne supporte pas d'être et a besoin, j'ai dit quoi? J'ai dit médiateur, je voulais dire modérateur, pardon. Du coup, le 236, le noyau d'uranium-236 ne peut pas rester en place et va pour cela se casser spontanément en deux autres noyaux qui sont des noyaux de krypton et de baryum, d'accord? Et en plus de cela, c'est là où c'est assez subtil, cette cassure va aussi générer 3 neutrons qui sont, vous voyez les 3 boules qui sont indiquées en bas ici. Donc en libérant ces 3 neutrons, ces neutrons peuvent à leur tour rentrer en contact avec des autres noyaux d'uranium-235. Et c'est là où on parle de réaction en chaîne, c'est parce que en rentrant en contact avec d'autres noyaux d'uranium-235, eh bien vous allez avoir une absorption, donc repasser par de l'uranium-236, et à son tour, ce noyau va se
cassés en deux parties et libérer d'autres neutrons qui à leur tour vont pouvoir être absorbés par des noyaux d'uranium-235, etc., etc. Donc vous voyez bien que là, ici, il y a une boucle et ça va faire ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et ce processus, ce phénomène, c'est ce qui est complètement utilisé dans les réacteurs nucléaires. C'est ce qui forme un petit peu la base des réacteurs nucléaires et ça permet de maintenir une réaction qui va générer de l'énergie, et en particulier de la chaleur. Dans les réacteurs nucléaires, la chaleur va permettre l'augmentation de température de l'eau à proximité. L'eau, en étant chaude, en étant de plus en plus chaude, va finir par s'évaporer. Les vapeurs vont faire tourner des turbines qui vont à leur tour générer de l'électricité. Ça, c'est le fonctionnement général, un peu simplifié, on va dire, des centrales nucléaires. Et bien, ce phénomène-là, il a eu lieu également, naturellement, dans cette mine d'Oklo au Gabon, il y a 2 milliards d'années. Donc voilà un point sur de la physique nucléaire. Je voulais en parler et en profiter du coup de l'anneau parce que vous allez voir que eh bien, l'anneau pourrait être formé justement grâce à ces processus-là. Ce qu'il faut retenir en tout cas, si ça vous paraît compliqué, c'est que au niveau du monde du destin, on peut faire l'hypothèse qu'il y avait ce type d'organisation avec un gisement éventuellement d'uranium au contact de l'eau qui était une source d'énergie suffisamment importante justement pour transformer la matière et faire l'anneau. C'est-à-dire que Sauron a pu s'aider de cette source d'énergie pour faire l'anneau dans un matériau différent des matériaux qu'on trouve habituellement. Mais je vais en parler un peu plus tard et développer un peu l'idée, vous allez comprendre. Je vais faire un petit point avant de passer à la suite, un point sur la radioactivité, parce que c'est quand même une notion assez importante. J'ai parlé de désintégration, c'est ça en fait l'idée d'un élément radioactif, c'est un élément qui est capable, dont toutes les versions, donc tout à l'heure je vous ai parlé de différentes versions de l'uranium, entre l'uranium 235 et 238, ça dépend du nombre de neutrons. Toutes les versions de l'uranium, par exemple, sont instables, sont radioactives. Et c'est pour ça qu'on parle d'éléments radioactifs, pour certains éléments. C'est les éléments qui sont en jaune clair, c'est pas très visible, je suis désolé, c'est dans ce tableau périodique. Les éléments qui sont en jaune clair, ce sont les éléments pour lesquels il n'existe pas de noyau stable. Tous les noyaux, les différentes versions des différents noyaux qui existent sont instables, ne restent pas en place, si vous voulez. Donc ça, c'est important de le savoir. Et mais par contre, donc ça, c'est naturellement, on ne trouve par exemple pas de l'uranium qui ne soit pas radioactif. Toutes les versions de l'uranium sont radioactives puisque l'élément ici est en jaune. L'or, vous voyez que l'élément est blanc, c'est parce que l'or existe à l'état naturel sous forme stable. L'or n'est a priori pas radioactif. C'est ce que j'ai écrit ici. La version stable de l'or qui est la seule qu'on peut trouver dans la nature, c'est l'or 197, donc qui est constitué de 79 protons et le reste, ce sont des neutrons. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en fait, on peut nous-mêmes faire de l'or radioactif. Ce n'est pas parce que c'est de l'or que c'est forcément stable, que c'est forcément pur. On peut nous-mêmes créer en laboratoire de l'or radioactif. On peut, par exemple, prendre cet or 197, lui rajouter un neutron artificiellement, et ça va devenir de l'or 198. Et cet or va être radioactif et il va lui-même se décomposer, se désintégrer. Là, j'ai mis entre parenthèses 2,7 jours, c'est ce qu'on appelle la demi-vie. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est que au bout de ce temps-là, au bout de 2,7 jours, vous aurez la moitié de votre or 198 qui se sera désintégré, qui aura subi justement des mécanismes de désintégration en se cassant et en libérant de l'énergie. Grosso merdo, c'est ça. Et donc là, si on fait de l'or 198, eh bien, au bout de 2,7 jours, on aura perdu la moitié de cet or. Pourquoi je parle de l'or 198? Parce que on en fabrique aujourd'hui pour des applications médicales. En fait, c'est utilisé entre autres
en tant que nanoparticules pour combattre certaines maladies, dont des cancers, parce que justement, à cause de la radioactivité de cette version de l'or, on va dire, les rayonnements peuvent éventuellement attaquer les cellules cancéreuses, etc., lorsque vous les injectez, j'imagine, au bon endroit dans le corps, donc il faut faire attention. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut se servir d'éléments radioactifs aussi pour soigner, et comme l'or dans ce cas présent. Donc voilà, je voulais faire ce point radioactivité pour vous expliquer ce que c'est qu'un élément radioactif en gros, et que même un élément qui ne vous paraît pas radioactif, on peut le rendre radioactif. Ici, c'est juste un exemple de ce qu'on appelle une chaîne de désintégration. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même, je ne m'y connais pas assez. L'idée, c'est que le phénomène de désintégration, c'est quelque chose de relativement complexe et qui passe par plusieurs étapes. Ici, il faut regarder en haut à gauche, vous avez ce noyau-là qui est de l'uranium-238. J'en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était de l'uranium-235 qu'on a utilisé, mais si vous rajoutez 3 neutrons, vous avez de l'uranium-238. Or, l'uranium-238, qui est en fait l'uranium le plus abondant naturellement, la forme de l'uranium la plus abondante sur Terre, il se désintègre spontanément. Excusez-moi. Il se désintègre spontanément pour former du thorium. Et en fait, le thorium ne reste pas en place et il va continuer de se désintégrer. Et vous avez toute une chaîne comme ça, ce qu'on appelle une chaîne de désintégration, où on va passer, les éléments vont se transformer finalement les uns après les autres. Ça se rapproche justement du concept un petit peu alchimique de la transmutation, où, vous le savez, les alchimistes essayaient de chercher à transformer le plomb en or. Je ne veux pas comparer la physique nucléaire à l'alchimie moderne, mais c'est presque ça sur certains aspects. Ici, vous avez de l'uranium, et si vous suivez toutes les flèches, vous voyez qu'au final, ça se termine sur du plomb. Le plomb étant l'élément, un élément de fin de chaîne relativement commun, qui est un élément lourd du tableau périodique et très stable. D'accord. Là, vous pouvez penser que ça finit sur le mercure, mais le mercure lui-même va continuer de se désintégrer. La chaîne n'est pas ici au complète. En grossièrement parlant, on peut retenir que ça finit sur du plomb. Mais pourquoi je vous montre ça, c'est pour aussi garder en tête que lorsque un élément va se désintégrer, enfin un noyau, je devrais dire, se désintègre, vous allez, dans votre matériau final, dans votre déchet nucléaire, entre guillemets, vous allez obtenir une sorte de bouillasse un peu, vous allez avoir un ensemble d'éléments différents dont la radioactivité peut, la dangerosité peut varier et dont les désintégrations peuvent être différentes. Donc c'est aussi ça la subtilité et la complexité du nucléaire finalement, c'est que dans le traitement des déchets, vous vous retrouvez souvent avec des déchets qui peuvent avoir des éléments très différents. Il faut réussir à faire la part des choses. Donc voilà. Alors pour ce qui est du plomb, je sais pas, je suis pas allé vérifier. Là, j'ai pris quelque chose sur Wikipédia. Donc pour répondre à Kofi, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous faire un petit aperçu de ce que c'était que les réactions nucléaires, on peut dire ça comme ça. Pour revenir sur l'anneau. Revenons à nos moutons, revenons finalement à Sauron et son anneau. Finalement, on pourrait dire que l'anneau, il y a un peu deux choses. Soit on peut imaginer que l'anneau est issu d'un matériau qui a subi par exemple des transformations radioactives. On peut dire que l'anneau est au milieu de d'autres uraniums. Enfin, l'anneau, excusez-moi, le matériau initial qui a permis de faire l'anneau a été pris d'une roche qui contenait de l'uranium par exemple et qui a été modifiée à travers le temps, et que donc Sauron a juste extrait un bout de cette roche là par exemple et a éventuellement après fait des traitements, excusez-moi, pour le mettre sous forme d'anneau. Mais la chose peut-être un peu plus intéressante, c'est de se dire que Sauron, comme on essaye de faire un anneau à base d'or, Sauron a pu se servir de ce qu'on appelle des roches aurifères, donc c'est des roches qui contiennent de l'or, et a exposé ces roches aurifères à le bombardement neutronique, donc l'envoi de neutrons de cette source radioactive qu'il y a dans le monde du destin. Et à cause de ces envois de neutrons sur l'or, eh bien vous allez comme ça
pouvoir créer de l'or radioactif qui va lui-même se décomposer, et vous allez avoir comme ça dans cette chaîne de désintégration de l'or plein d'éléments différents et un ensemble, un cocktail on va dire de métaux qui va faire que votre anneau n'est pas composé uniquement d'or mais d'un ensemble de choses très différentes. Donc voilà, vous avez à la fin un anneau qui est d'une composition très complexe mais qui est au moins radioactif, donc vous savez que cet anneau va être capable d'émettre certains rayonnements, et donc avec cette hypothèse-là, vous pouvez expliquer pourquoi l'anneau génère une température, de la chaleur, puisque des éléments radioactifs, les noyaux radioactifs, peuvent émettre des rayonnements qui de haute énergie, et même des rayonnements qui chauffent tout simplement. Donc c'est pour ça que certains personnages, on peut ressentir une élévation de température en mettant l'anneau. Ou des variations au cours du temps, parce que comme l'anneau est radioactif et les noyaux qui constituent l'anneau continuent de se désintégrer au cours du temps, eh bien vous allez avoir des moments peut-être où certaines désintégrations vont générer plus de chaleur que d'autres, et donc vous allez avoir des variations. Voilà. Pareil pour la variation de la masse ou du volume, sachant que quand un noyau se désintègre, il va perdre une partie de sa masse va se convertir en énergie, donc forcément la masse du matériau va diminuer avec le temps spontanément, parce que cette masse-là va être convertie en énergie, en rayonnement. Et donc la densité, si la masse est modifiée, le volume va l'être aussi affecté d'une manière ou d'une autre, et avec les variations de température, on peut imaginer aussi que la densité va changer. Donc ça explique la variabilité de tous ces paramètres physique finalement, tous ces paramètres liés aux propriétés du matériau. Pourquoi l'anneau est aussi changeant, eh bien vous pouvez l'expliquer avec la radioactivité. C'est d'ailleurs, si je puis me permettre, ouais. C'est dans la description, en fait, dans la première description qu'on a de l'anneau, qui est la description dans du coup le tome 1 du Seigneur des Anneaux, la description d'Isildur, donc celui qui a tranché la main de Sauron. Ouais. Il écrit Isildur, il écrit lui-même, il met il était chaud quand je le saisis, chaud comme braise, et ma main fut brûlée de telle sorte que je doute de jamais être débarrassé de la douleur. Mais au moment où j'écris, il est refroidi, et il paraît se rétrécir sans pourtant perdre sa beauté ni sa forme. Voilà un petit peu la première description en fait qu'on a de l'anneau. Qui quitte pour la première fois du coup le doigt de Sauron. C'est ouais, ça ressemble. On voit les symptômes justement éventuellement issus de la radioactivité. Après, on peut aussi dire que le témoignage est subjectif, tu vois, et de dire est-ce que bien sûr. Le gars il est pas venu avec une sonde mesurer la température. mais ouais, merci, c'est super intéressant d'illustrer ça avec les propos des personnages. La chose que je voulais rajouter enfin sur cette slide, c'est le fait que pour se protéger des effets éventuellement néfastes, Sauron aurait pu justement faire son armure à base de plomb, parce que le plomb, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un métal qui est très stable et qui est un excellent bouclier contre les radiations. Il peut arrêter très facilement les différentes radiations qui existent. Bon, tout dépend lesquelles exactement et avec quelle épaisseur de plomb vous jouez, mais grosso modo, on peut s'imaginer que Sauron a fait son armure à base de plomb, surtout que le plomb se retrouve facilement, naturellement, dans certains milieux, dans un minéral qui s'appelle la galène, qui est un minéral de sulfure de plomb, c'est pour ça la formule PBS. Et la galène, c'est relativement commun, c'est une roche un minéral qui n'est pas très rare dans les roches, et donc surtout dans l'environnement où est Sauron, qui est très volcanique, ça serait pas étonnant qu'il ait pu faire une armure à base de plomb, sachant que bon, si on veut être très réaliste et un peu historique, le plomb c'est quand même un métal très très lourd, et faire une armure de plomb, bon, c'est pas très simple à porter. Disons que peut-être qu'avec la magie, Sauron est capable de porter du plomb sans être trop affecté par son poids. Mais bon, voilà, ça c'était pour la petit clin d'œil. Ce que leur permet de savoir
que quelqu'un porte l'anneau et le localiser. Sinon, quelle radiation au métal fait ça? C'est-à-dire, en quoi l'or peut permettre de localiser le porteur? En fait, ça serait pas l'or. En fait, il faudrait détecter. Moi, je pense plus aux radiations qu'on verrait. Typiquement, si l'anneau est à une certaine température, il peut émettre certains rayonnements. Déjà, il peut émettre certains rayonnements parce qu'il est radioactif. Et si on a les bonnes lunettes pour voir les bonnes radiations, on pourrait détecter l'anneau de loin, peut-être même à travers les murs. Je pense par exemple aux caméras infrarouges qui vous permettent de voir les corps humains qui émettent des températures d'ordre thermique, c'est-à-dire que nous, on a un corps à 37 degrés, et naturellement, on émet des infrarouges, d'accord? Et avec des caméras infrarouges, vous pouvez voir les êtres humains qui sont pas trop loin, quoi. Bon, les infrarouges, c'est quand même arrêté assez facilement par certains matériaux, donc vous pouvez pas non plus voir à des kilomètres les gens s'ils sont derrière des murs de plomb en particulier. Mais si on imagine que l'anneau émet certains rayonnements très ionisants des rayonnements qui passent à travers la matière, je pense que vous pouvez être capable, avec les bons outils de détection, de détecter cette radiation, même de loin, même derrière des matériaux, pour justement le repérer. Mais il faut avoir les bons outils pour ça, quoi. Voilà. Le pot métal... Ouais. Dans le commentaire, dans le dernier commentaire, du coup, c'était dans le film, une caractéristique majeure de l'anneau, c'est que l'anneau permet à d'autres créatures de le localiser et créer de la jalousie. Sinon, la seule possibilité, c'est que l'œil de Sauron est un puissant radar PESA. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un puissant radar PESA. Je ne sais pas si tu en sais plus. Alors non, je ne connais pas le radar PESA pour le coup. Mais ça peut être, je trouve en fait que oui, ça peut être... ça peut être intéressant de se dire qu'effectivement, comme l'anneau a été créé par Sauron, et enfin dans le lore en fait, l'anneau renferme une majeure partie de la puissance de Sauron lui-même. Ça peut être intéressant de se dire que peut-être que Sauron, en forgeant l'anneau, a aussi lui, de son côté, fini par avoir un corps radioactif ou que sais-je, et qui fait que il a des capacités pour détecter la radioactivité à très des capacités sensorielles, genre voilà, comme certains animaux qui détectent les ondes, les ultrasons, genre les chauves-souris qui détectent les ultrasons. Ouais, et de la même manière, on a Smaug le dragon en fait dans le Hobbit, il ressent l'anneau, il ressent qu'il a de l'or, il ressent l'anneau en or extrêmement puissant qui est au doigt de Bilbo. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant en fait, c'est intéressant cette théorie du radar, mais qui pourrait fonctionner comme un radar qui est comme un radar inné chez un animal. Un animal qui a une capacité de détection de ces ondes-là en particulier. Oui, c'est possible. Et ou sinon, même moins con que ça, on pourrait se dire, en fait, il n'y a pas la technologie dans la Terre du Milieu, mais un mec qui créerait un anneau, il pourrait mettre une puce... pour que après lui il le détecterait avec un GPS, tu vois, ou un truc comme ça. Là dans l'univers actuel c'est pas possible de la Terre du Milieu, mais aujourd'hui on aurait les moyens de mettre à des endroits, tu vois, de géolocaliser comme on géolocalise par exemple notre portable. Après il faudrait quand même des satellites et ce genre de choses, mais bon. Et ensuite, il y a eu Global Positioning Sauron. Il y a eu la question, qu'est-ce qui explique que le feu ne peut pas faire fondre l'anneau versus la forge que possède Sauron alors que l'or fond se disloque à très basse température? Alors justement, l'hypothèse qui est faite dans le livre et que je reprends ici, mais c'est que l'anneau n'est pas fait uniquement d'or, donc il serait fait d'un autre matériau, de métaux qui serait... en fait de métaux qui pourraient pas fondre à des températures élevées, donc des métaux relativement résistants. Alors j'ai plus le terme, Kofi doit l'avoir.
voilà, en fait, ça serait plus un alliage. Effectivement, l'anneau serait plus un alliage, donc un ensemble, un mélange de métaux qui conférerait des propriétés thermiques à l'anneau de telle sorte qu'il ne fonde pas à des températures, qu'il ne fonde que à des températures très 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 élevées. Ou alors l'idée c'est que le monde du destin, c'est pas un volcan, c'est pas de la lave, c'est vraiment une centrale nucléaire. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne peut être détruit qu'à un endroit où l'énergie est suffisamment importante. Et pas l'énergie des flammes n'est pas assez importante pour détruire l'anneau, parce qu'elle n'est pas assez élevée en température. Mais l'énergie de radiation de la centrale naturelle, la centrale nucléaire naturelle, serait suffisamment importante pour modifier, on va dire, la composition chimique de l'anneau et on va dire faire en sorte de le rendre plus faible ou de le détruire. Tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait elle sert à ça aussi, cette hypothèse du centre de la centrale nucléaire naturelle. Elle sert aussi à expliquer la différence d'énergie entre cette centrale-là qui a une énergie bien plus élevée que les feux habituels ou ce genre de choses, quoi. Alors les flammes d'un dragon, après, je sais pas quelles sont les températures de flammes des dragons, pour le coup, c'est ça le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas les... En fait, on n'a pas les données précises par rapport à la température des flammes d'un dragon. Tout ce qu'on a, en fait, c'est l'information comme quoi les flammes d'un dragon pourraient font partie des choses qui peuvent potentiellement faire fondre certains anneaux mineurs, et certains anneaux de pouvoir, mais pas du tout, en fait, l'anneau unique qui, lui, est trop puissant. Là, c'est un petit peu le versant, en fait. Taisez-vous, c'est magique. C'est ça. Mais après, voilà, c'est là où sont les limites du délire dans lequel on est porté depuis bientôt 2 heures. C'est que c'est essayer de chercher des explications scientifiques à des choses qui sont purement magiques. Et effectivement, il y a Mistra qui dit une hypothèse. C'est vrai qu'à ce moment-là, on peut même penser à l'échelle quantique des superpositions. On peut inventer plein de choses. Et en fait, pour savoir le feu d'un dragon, il faudrait connaître la composition des éléments dont il se sert pour créer le feu. Donc sans doute le dioxygène de l'air plus un combustible, mais je ne sais pas quel élément combustible il sécrète de sa bouche pour que ça brûle de cette manière-là. Oui, il faut savoir si c'est un élément liquide, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, ça pourrait être un truc, un liquide volatile type hydrocarbure, tu vois, des essences qui... comme ça, et qui... avec une petite étincelle de base qui générait je sais pas trop comment. Il y a beaucoup de choses à penser. Voilà, le méthane de la digestion. Voilà, le dragon est une vache géante. Il pète pas, en fait non, il pète par la bouche, c'est ça le truc. Donc du coup, c'est pour ça que parce que sinon la flamme elle sortirait pas de la bouche mais d'un autre endroit, tu vois, si. Oui, c'est ça. Bref. Ce serait beaucoup moins classe quand même. Je te propose qu'on avance. Mais c'est intéressant ces discussions en tout cas. On arrive bientôt à la fin. Je voulais juste avant de conclure parler d'un dernier point qui est centré autour justement des effets psychologiques de l'anneau sur le porteur, avec toute cette partie biotechnologique que je veux vraiment effleurer parce que c'est pas du tout ma discipline et que voilà, si je commence à essayer d'en parler, je vais vraiment ramer. Pour rappel, donc l'anneau, il est quand même, quand il est avec son porteur, il est au contact de la peau directement. Et comme on l'a dit, ses propriétés radioactives peuvent engendrer des modifications biologiques sur son porteur. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a des irradiations. Comme il est radioactif, il émet certaines formes de radiation, de lumière qui peuvent dépendre de la composition encore une fois. Mais bon, c'est présent et ces radiations peuvent influencer sur justement le métabolisme de l'individu. Bon, vous êtes au courant, par exemple, que les UV ont un impact sur notre peau en nous faisant bronzer d'abord, ou éventuellement cramer la peau en tuant nos cellules, puisque les UV peuvent avoir des impacts modifiés, induire des mutations dans nos cellules. Et c'est pour ça que nos cellules finissent par dégénérer et être chassées et crever. Mais en plus de l'irradiation, on peut imaginer que l'anneau soit couvert de nanoparticules, d'or par exemple, d'or radioactif pour rester dans le même délire. Et donc les nanoparticules, c'est connu justement pour
rentrer facilement à l'intérieur de l'organisme et s'immiscer un peu partout et avoir un impact après sur la santé. Donc que ce soit de l'irradiation ou des nanoparticules, ces deux choses-là peuvent être amenées à bouleverser finalement le métabolisme. Et là, je vais faire une parenthèse assez quand même rapide sur le fait que en modifiant la composition chimique de notre corps, en particulier certaines molécules vont pouvoir interagir, vont pouvoir modifier en fait notre perception même du monde. Et tous ces phénomènes se jouent au niveau du cerveau en fait, puisque notre cerveau c'est vraiment le centre de notre corps qui va mettre en relation l'environnement et nous, et va être à l'origine de tous nos sens et de tout ce qu'on perçoit autour de nous. Et en trafiquant un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau, ça va vraiment modifier la manière dont on vit en général. Un exemple tout simple ici dans ce schéma, c'est la connexion entre deux neurones. Comment fonctionne grossièrement notre cerveau? Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Dans le cerveau, vous avez des cellules qu'on appelle des neurones, et il y en a, ça se compte plutôt dans les milliards, quoi. C'est l'ordre de grandeur. Et ces neurones sont plus ou moins connectés entre eux dans un réseau qui est d'une complexité affolante. Ces neurones communiquent entre eux grâce à des signaux électriques, mais pas seulement. Il y a aussi des signaux chimiques, et en particulier à cet endroit-là que je vous montre sur la slide, c'est ce qu'on appelle la synapse. C'est un endroit qui est une interface entre deux neurones. En réalité, entre un neurone d'où vient le message ici, d'en haut à droite, et un autre qui est en bas à gauche. Et dans cette synapse-là, le neurone au-dessus va libérer ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs ne sont rien d'autre que des molécules qui vont justement se interagir et se connecter finalement à l'autre neurone. Et en fait, dans cette connexion, dans le fait que des neurotransmetteurs se connectent à des récepteurs, c'est cette manière que les neurones utilisent pour communiquer entre eux et faire passer des messages. Donc vous imaginez bien que si vous arrivez et que vous modifiez la quantité par exemple de neurotransmetteurs qu'il y a ici, ou que vous changez la nature de ces neurotransmetteurs, que vous en mettiez d'autres à la place, bah vous allez changer la nature du message qui va être communiqué. Et ça peut avoir un impact assez drastique en fait sur votre comportement, en fait, la manière dont vous allez percevoir l'environnement de manière générale. Et pour vous donner qu'un seul exemple, parce qu'il y en a des plâtrés, c'est cette molécule-là. Cette molécule-là que les chimistes peut-être du chat reconnaîtront. Est-ce que vous reconnaissez cette molécule avant que je développe? On va voir qui l'a éventuellement. Je vais lire le chat en attendant. Est-ce qu'on était obligé d'avoir cette supposition? Les dragons ont des glandes qui ont la même composition que les feux grecs. Ah ouais, c'est marrant, ça je savais pas que dans D&D ils allaient aussi loin dans la description des feux de dragons. Effectivement, les UV jouent aussi un rôle dans l'activation de la vitamine C. Pas que du nocif. Et effectivement, il faut le rappeler aussi que les UV ont une importance pour la production de vitamine C. C'est aussi pour ça qu'on en prescrit, je crois, de la vitamine C dans les périodes où on ne voit pas beaucoup le soleil. Alors, caféine, sérotonine, oxytocine, phénylalanine, endorphine, non. C'est pas... Dommage. Mais vous êtes dans le bon registre parce qu'effectivement, ça parle d'hormones et de molécules qui ont un effet sur la partie neurologique. C'est en fait de la nicotine. Et oui, désolé pour tous les fumeurs du chat, mais voici ce que vous absorbez lorsque vous fumez du tabac. Alors la nicotine, c'est une molécule tout à fait naturelle qu'on retrouve dans la plante du tabac et qu'on absorbe quand on fume. Et la nicotine joue le rôle du coup de neurotransmetteur, va aller jusqu'à votre système nerveux au niveau du cerveau et va influencer justement sur ces connexions qu'il y a entre les différents neurones.
la nicotine va pouvoir se coller justement à des récepteurs et déclencher certains messages et perturber finalement les communications qu'il y a entre vos neurones. Alors, j'ai envie de dire en bien et en mal. Il y a aussi des effets positifs qu'apporte la nicotine. Il y a des effets sur la concentration qui sont positifs. En fait, ça vous aide à vous concentrer apparemment. De ce que j'ai vu, il y a pas mal d'effets. Ça va augmenter votre rythme cardiaque, ce qui n'est pas forcément très positif. Mais il y a quand même pas mal d'effets négatifs. C'est pour ça que je vous recommande pas trop de fumer quand même, parce que voilà, je pense que vous le savez peut-être même mieux que moi d'ailleurs. Et un des effets qui est généré, qui est assez connu, c'est la production de dopamine, qui est la molécule, on va dire, une des principales molécules qui est à l'origine de l'addiction en fait, et du comportement addictif. La dopamine, c'est ce qui est produit dans votre cerveau lorsque vous mangez quelque chose de particulièrement bon et succulent, voire sucré, et qui vous fait aimer la chose au point de vous refaire faire la chose. En fait, c'est un mécanisme d'auto-amplification, d'addiction, quoi, je sais, j'ai plus le terme en psychologie là, de renforcement du comportement. La dopamine s'est créée dans ces conditions-là. J'avais vu dans l'article Wikipédia que c'était aussi créé lorsque vous écoutez une musique que vous aimez bien et que vous adorez cette musique. Et vous la réécoutez et vous aimez trop et vous la réécoutez, à ce moment-là votre cerveau produit de la dopamine. Donc la prochaine fois que vous écouterez votre musique préférée, vous penserez à votre cerveau qui produit de la dopamine. Et le problème avec la nicotine, c'est qu'elle augmente la production de dopamine, mais de manière beaucoup trop importante, ce qui fait que vous kiffez à mort le fait de fumer, et donc vous n'allez pas pouvoir vous arrêter de fumer parce que le plaisir est tellement important que vous allez avoir ce comportement addictif. Voilà, je vais fermer la parenthèse sur toute cette partie-là de neurochimie pour revenir sur l'anneau et faire le parallèle avec justement tout ce que peut apporter l'anneau. Imaginez que l'anneau puisse dérégler d'une certaine manière on va dire à cause de l'irradiation ou des nanoparticules, eh bien votre métabolisme en créant certaines molécules, ça peut expliquer pourquoi son porteur devient addict à au fait de tenir l'anneau et de l'avoir entre les mains, ou même le pousser à avoir des hallucinations, hashtag le monde des morts, le monde des esprits, ce genre de trucs quoi. Donc voilà, c'était le circuit du plaisir. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut faire avec la science. Je vais conclure la présentation sur cette slide en vous disant que Sauron, finalement, le grand maître du mal, est à l'origine de la création de l'objet le plus maléfique de la Terre du Milieu. Cet objet, c'est l'anneau unique, dont les pouvoirs et les caractéristiques sont très particulières. D'un point de vue scientifique, on peut imaginer que cet anneau est composé d'un ensemble de métaux, un alliage instable de métaux radioactifs qui ont pu être obtenus en irradiant une roche initiale grâce à un réacteur trouvé naturellement au niveau de la montagne du destin. Et sur ces paroles, je vous remercie et je remercie Alexandre d'avoir été là avec moi pour cette incroyable présentation. Merci à tous. Merci à toi, merci à tout le monde d'avoir écouté. Et c'était passionnant.